Elle n'était pas obligée de s'arrêter. C'est ce dont personne ne parle. Il était 2 heures du matin, la neige tombait drue. Meredith Callahan venait de terminer une garde de 14 heures à l'hôpital. Elle avait mal aux pieds, son dos la faisait souffrir. À la maison, des pâtes froides l'attendaient et son téléphone était rempli de SMS qu'elle ignorait depuis des jours. Elle avait toutes les raisons de passer devant la vieille femme assise seule sur le banc devant la station de métro. Elle s'est arrêtée quand même parce que c'était ainsi que Meredith était. Pas une héroïne, juste une femme qui ne pouvait pas passer devant quelqu'un qui souffrait sans faire quelque chose. La femme était recouverte de neige, ses cheveux argentés collés à son front, assise parfaitement immobile, comme si le froid n'était même pas réel, comme si son esprit était ailleurs. « Madame, vous allez bien ?» La femme se retourna, le regard distant, cherchant quelque chose de familier sur le visage de Meredith. « Elle a oublié de venir, » murmura-t-elle. « Elle vient toujours, elle n'oublie jamais. » Un silence aussi fragile que de la glace fine. Elle a oublié ce soir. Meredith ne discuta pas. Elle remarqua le bracelet médical au poignet de la femme, avec un numéro d'urgence gravé sur le métal, et elle le composa. Un homme répondit, d'une voix basse, maîtrisée, froide. « Quelle station ?» Meredith lui indiqua. Ne la laissez pas bouger. La ligne fut coupée. 11 minutes plus tard, 3 SUV noirs traversèrent la neige. 6 hommes vêtus de manteaux sombres en sortirent les premiers, scannant les environs, silencieux, se déplaçant comme des soldats. Puis la porte arrière de la voiture du milieu s'ouvrit. Keenan Ashford, grand, le menton anguleux, vêtu de noir, comme si le froid était quelque chose qui n'existait que pour les autres. Il se dirigea vers le banc comme si rien au monde ne pouvait le ralentir. Ses yeux trouvèrent sa mère, et quelque chose se brisa sur son visage, juste une seconde, puis disparut. « Maman, allons-y. » Mais Margaret Ashford ne tendit pas la main vers son fils. Elle tendit la main vers Meredith, saisit son poignet, fermement, avec assurance, et la regarda avec une reconnaissance totale. « Catherine, » murmura-t-elle, « tu es venue. Je savais que tu viendrais. Tu tiens toujours tes promesses. » Le monde s'arrêta. Un garde se pencha vers Kenan et murmura. « Catherine, sa fille, est décédée il y a 5 ans. » Kenan se figea, puis il regarda Meredith. Il regarda vraiment au-delà de la blouse, au-delà de l'épuisement, au-delà de l'étrangère qui n'avait rien à faire ici. Il regarda son visage. Meredith ne savait pas qui était Catherine. Elle ne savait pas ce que signifiaient ces SUV noirs. Elle ne savait pas pourquoi 6 hommes armés venaient d'encercler une station de métro à 2 heures du matin, mais elle savait lire une pièce. Elle avait survécu suffisamment longtemps pour apprendre cela. Et cette pièce lui disait clairement une chose. Quelque chose venait de changer, et elle se trouvait en plein milieu. Si vous ressentez déjà une oppression dans la poitrine, laissez un commentaire. Cette histoire n'a même pas encore commencé. Aimez, partagez et abonnez-vous. La suite vous marquera. Keenan Ashford se tenait là, regardant la main de sa mère serrer fermement le poignet d'un inconnu. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne savait pas quoi faire. Il avait bâti tout un empire en sachant toujours quelle était la prochaine étape. Il avait mené des négociations valant des millions de dollars. Il avait affronté des ennemis qui voulaient sa mort sans ciller. Mais maintenant, debout dans la neige à 2 heures du matin, regardant sa mère appeler un inconnu par le nom d'une personne disparue, il était complètement impuissant. Jonas s'approcha, la voix basse. « Monsieur, nous devrions la ramener à la maison. » Keenan acquiesça, mais il ne quittait pas des yeux les 2 femmes devant lui. Il s'approcha prudemment, comme s'il s'agissait d'un animal sauvage susceptible de s'enfuir à tout moment. « Maman, » dit-il d'une voix plus douce qu'auparavant. « Rentrons à la maison, il fait si froid. » Margaret ne regarda pas son fils. Elle continua à regarder Meredith, un sourire tremblant sur les lèvres. « Catherine, viens avec maman. Maman te préparera une soupe, celle que tu aimes. » Meredith sentit sa poitrine se serrer. Elle ne savait pas qui était Catherine. Elle ne savait pas comment cette femme avait perdu son enfant, mais elle reconnaissait le chagrin. Elle l'avait vu trop souvent à l'hôpital. Des mères appelant le nom de leurs enfants dans leur délire. Des maris tenant la main d'une femme déjà froide et refusant de la lâcher. Le chagrin n'avait pas besoin de mots pour être compris. Kenan regarda Meredith et, pendant un instant, elle vit quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas la froideur de tout à l'heure, ni le contrôle. C'était une supplication. Il ne l'avait pas exprimée à voix haute, mais elle l'avait quand même comprise. « Aidez-moi ». Il prit une profonde inspiration, et le mot suivant sortit de sa bouche comme s'il avait son propre poids. « S'il te plaît, juste un mot. » Mais la façon dont il le dit,
comme s'il s'agissait d'une langue qu'il n'avait pas l'habitude de parler, comme si cela lui faisait mal de le prononcer. Meredith comprit immédiatement que cet homme n'avait pas l'habitude de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle baissa les yeux vers la main de Margaret, toujours enroulée autour de son poignet. La femme resserra son étreinte, comme si elle avait peur que Meredith disparaisse. Meredith regarda Kennan. « Juste le temps qu'elle se calme, » dit Meredith. « Ensuite, je partirai. » Kennan acquiesça d'un signe de tête, déterminé, comme s'il venait de signer un contrat. Jonas ouvrit la porte du wagon du milieu et Meredith aida Margaret à se lever. La vieille femme tremblait, mais elle marchait d'un pas assuré. Meredith à ses côtés. À l'intérieur du véhicule, une chaleur les envahit comme une étreinte. Margaret s'assit près de Meredith, refusant toujours de lâcher sa main. Kennan prit place à l'avant, à côté du conducteur, et le convoi se mit en route. « Catherine, » dit Margaret d'une voix qui semblait raconter un conte de fées. « Tu te souviens du jardin, le jardin de roses de maman? » Meredith ne savait pas quoi répondre, mais Margaret n'avait pas besoin de réponse. Elle continua à parler, les yeux fixés sur la fenêtre, même si en réalité, elle regardait beaucoup plus loin. « Tu courais entre les rosiers quand tu étais petite. Je te grondais tout le temps parce que les épines pouvaient te blesser, mais tu ne m'écoutais jamais. Tu disais que si quelque chose était beau, tu devais le toucher. » Elle eut un petit rire, le rire de quelqu'un qui vit dans ses souvenirs. « Je vais te faire de la soupe au poulet et à l'aneth. Tu adorais ça. Chaque fois que tu étais malade, je t'en faisais. » Meredith resta assise et écouta. Elle n'essaya pas de la corriger. Elle n'essaya pas de la ramener dans le présent. Elle resta simplement là. Elle se laissa tenir par cette main. Elle laissa la femme parler. Parfois, c'était tout ce dont quelqu'un avait besoin. Par accident, Meredith leva les yeux vers le rétroviseur et surprit Kennan en train de regarder en arrière. Pas vers elle, vers sa mère. Et l'expression sur son visage à cet instant lui coupa le souffle. Pas de froideur, pas de contrôle, seulement une douleur pure. Le genre de douleur qu'un enfant ressent lorsqu'il perd sa mère jour après jour, morceau par morceau, sans pouvoir rien faire pour l'empêcher. Il pensait que personne ne pouvait le voir, mais Meredith l'avait vu. Puis il s'est rendu compte qu'elle le regardait dans le rétroviseur et le masque s'est remis en place aussitôt, si vite qu'elle a presque cru avoir imaginé ce qu'elle venait de voir. Presque. Elle s'est détournée et a regardé par la fenêtre la neige qui blanchissait la ville. Elle s'est rappelée « Aide, puis pars. Ne t'implique pas. » Elle avait déjà commis cette erreur une fois, pensant qu'elle pouvait sauver quelqu'un, pensant que sa gentillesse serait récompensée. Et ce qu'elle avait obtenu en retour, c'était 3 ans de bleu. 3 ans à s'excuser pour des choses qui n'étaient pas de sa faute, et 3 ans à croire que c'était de l'amour. Non, elle ne referait pas la même erreur. Elle aiderait cette vieille femme à s'installer, puis elle partirait. Elle retournerait dans son petit appartement, mangerait des nouilles froides et continuerait à vivre sa vie ordinaire. Elle n'avait pas sa place dans un monde de SUV noirs et d'hommes qui se déplaçaient comme des soldats. Elle n'avait pas sa place ici. Margaret lui serra la main plus fort et murmura « Je suis si contente que tu sois rentrée, Catherine. » Meredith ne répondit pas. Elle regarda simplement la neige et se demanda ce qu'elle faisait là. Elle ne savait pas qu'un simple « d'accord » l'entraînerait dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Le domaine Ashford n'était pas comme Meredith l'avait imaginé. Il n'y avait pas de porte dorée étincelante, pas de statue, pas de fontaine ostentatoire, juste une longue allée serpentant entre des rangées de chênes centenaires, au bout de laquelle se dressait une maison en pierre grise, silencieuse dans la neige, comme si elle était là avant même la naissance de la ville. C'était le genre de richesse qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le genre d'argent qui était resté au même endroit assez longtemps pour ne plus avoir besoin d'impressionner qui que ce soit. Meredith comprit dès qu'elle sortit de la voiture, elle avait vu suffisamment de patience dans sa vie pour faire la différence entre les nouveaux riches et les vieilles familles. Les nouveaux riches achetaient des montres coûteuses et s'assuraient que le monde entier les voit. Les vieilles familles portaient la montre de leur grand-père et n'en parlaient jamais. Cette maison appartenait à la 2e catégorie. La porte d'entrée s'ouvrit et le personnel apparut de toutes parts, comme s'il attendait. Un homme âgé en costume noir inclina la tête vers Kennan. Une femme d'âge moyen au visage sévère s'avança pour aider Margaret, et tous, sans exception, regardèrent Meredith. Ce n'était pas un regard hostile, mais il n'était pas chaleureux non plus. Il l'évaluait, la jaugeait, se demandant qui elle était et pourquoi elle était là. Meredith garda un visage impassible. Elle avait l'habitude d'être observée. 3 années passées avec un homme autoritaire lui avaient appris à garder un visage impassible quand elle en avait besoin. « Madame Everly va accompagner ma mère à l'étage, » dit Kennan,
sa voix retrouvant la froide précision qu'elle avait au téléphone. Mais Margaret refusa. Elle continua à tenir la main de Meredith, la serrant plus fort lorsque la femme d'âge moyen s'approcha. « Catherine vient avec moi », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Elle vient juste de rentrer à la maison. Elle n'ira nulle part ailleurs. » Meredith regarda Kenan. Il la regarda en retour et pendant une fraction de seconde, elle vit l'impuissance revenir dans ses yeux. « Je vais rester avec elle un moment », dit Meredith. Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit cela. Elle avait prévu d'attendre que Margaret se calme, puis de partir, mais voyant la façon dont Margaret s'accrochait à elle comme si elle était sa dernière bouée de sauvetage en mer, elle ne pouvait pas encore s'en aller. Ils se rendirent dans un grand salon où un feu brûlait dans la cheminée. Meredith aida Margaret à s'installer dans un fauteuil près des flammes, et lorsqu'un domestique apporta le thé, elle le servit elle-même. Elle avait fait cela des centaines de fois à l'hôpital, préparer du thé, bordant les couvertures, s'asseyant à côté de personnes âgées seules et écoutant des histoires que personne d'autre ne voulait entendre. « Catherine », dit Margaret, les mains tremblantes alors qu'elle soulevait la tasse de thé. « Tu te souviens? Tu chantais dans le jardin. Ta voix était si belle. J'adorais t'écouter chanter. » Meredith ne la corrigea pas. Elle se contenta d'acquiescer doucement et s'assit à côté d'elle. Margaret continua, sa voix oscillant entre le passé et le présent, comme si la frontière entre les deux n'existait plus. Elle parla des fêtes d'anniversaire, des vacances d'été, d'une petite fille qui courait pieds nus dans l'herbe malgré les réprimandes de sa mère. Les histoires étaient incommodies, désordonnées, mais tellement pleines d'amour que Meredith en eut le cœur serré. Kenan avait disparu à un moment donné. Peut-être avait-il du travail à faire. Peut-être ne supportait-il pas d'entendre sa mère parler de quelqu'un qui n'était plus là. Meredith ne savait pas et elle ne posa pas de questions. Lorsque Margaret commença à somnoler, Meredith retira doucement sa main et se leva. Elle avait besoin d'aller aux toilettes et arrêta un domestique qui passait pour lui demander. Le domestique lui indiqua le chemin, mais la maison était trop grande et les couloirs trop similaires. Meredith prit un mauvais tournant, puis un autre, et se retrouva soudain devant une porte légèrement entr'ouverte. Une faible lumière s'échappait de l'intérieur. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû regarder. Ce n'était pas chez elle. Cela ne la regardait pas. Mais quelque chose la retenait là. Peut-être la curiosité, peut-être l'instinct. Elle poussa la porte et entra. La pièce ressemblait à un sanctuaire. Il y avait des photos partout. Sur les murs, sur le bureau, sur les étagères. Toutes représentaient la même personne. Une fille aux cheveux bruns et au sourire radieux. Catherine enfant à vélo. Catherine adolescente, une robe de bal. Catherine adulte tenant Margaret dans ses bras le jour de la remise des diplômes. Meredith resta là à regarder les photos et sentit le sang dans ses veines se refroidir lentement, car elle comprenait maintenant que Catherine et elle n'étaient pas identiques. Personne ne les regarderait en pensant qu'elles étaient sœurs. Mais il y avait quelque chose. La courbe du visage, la légère inclinaison des coins des yeux, la nuance de ses cheveux sous une certaine lumière. De petits détails qu'un esprit sain aurait ignorés. Mais un esprit affaibli par la maladie d'Alzheimer, un esprit désespéré de revoir celle qu'il aimait, s'accrochait à ces détails et reconstruisait à partir d'eux un visage perdu. Meredith restait là, à regarder les yeux de Catherine dans la plus grande photo accrochée au mur. Elle fixait le visage d'une personne décédée, et cette fille morte lui ressemblait. « Tu ne devrais pas être ici. » La voix venait de derrière elle, basse et froide, et Meredith ne se retourna pas tout de suite. Elle avait senti sa présence avant qu'il ne parle. Il y a des gens qui entrent dans une pièce sans que personne ne les remarque. Et puis il y a des hommes comme Kenan Ashford, le genre d'homme que toute la pièce perçoit dès qu'il apparaît. Elle se retourna lentement, sans précipitation, sans crainte. Elle avait appris depuis longtemps que montrer sa peur ne faisait qu'exciter les prédateurs. « Je me suis perdue », dit-elle d'un ton calme. « Je cherchais des toilettes. » Kenan se tenait dans l'embrasure de la porte, ses épaules effleurant presque les deux côtés du cadre. Il n'entra pas. Il resta là, debout, à la regarder, puis à regarder les photos accrochées au mur, puis à la regarder à nouveau. Son regard n'était pas colérique, c'était autre chose. Quelque chose que Meredith n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. « Qui était Catherine ?» demanda-t-elle. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû poser cette question. Cela ne la regardait pas. Elle serait partie dans quelques heures et ne reverrait jamais ces gens. Mais elle avait vu les photos. Elle avait entendu Margaret l'appeler par ce nom. Elle avait besoin de savoir. « Ma sœur », répondit Kenan. 2 mots, bref, comme si tout autre mot aurait pu faire mal. Meredith acquiesça lentement. Elle regarda à nouveau la plus grande photo accrochée au mur. Catherine souriait, vivante, rayonnante. « Elle pense que je suis elle, dit Meredith.
Ce n'était pas une question. Je sais, répondit Kennan. Un silence lourd et épais s'installa entre eux. La pièce était remplie d'images de mort, et deux personnes vivantes se faisaient une face comme des adversaires, évaluant la force de l'autre. Meredith ne détourna pas le regard. Elle avait vécu avec un homme qui lui avait appris que détourner le regard était un signe de soumission. Elle ne détournait plus jamais le regard. Elle est morte il y a 5 ans, dit Kennan, et quelque chose changea dans sa voix. Elle n'était plus tout à fait froide. Il y avait une fissure quelque part sous la surface. Accident de voiture. Ma mère ne s'en est jamais remise. Elle a commencé à tout oublier après les funérailles. Les médecins ont dit que c'était la façon dont son esprit faisait face à la perte. Il fit une pause, serrant les mâchoires. Elle oublie qui je suis la plupart du temps, mais elle n'oublie jamais Catherine. Meredith ne dit rien. Aucun mot ne pouvait adoucir une telle douleur. « J'ai une proposition à vous faire, » dit Kennan, et sa voix retrouva sa précision initiale, sous contrôle, comme si ce bref moment de vulnérabilité n'avait jamais existé. « Restez quelques jours. Ma mère est plus calme quand vous êtes là. Elle pense que vous êtes avec Catherine et cela la rend heureuse. Je vous paierai le montant que vous demanderez. L'argent n'est pas un problème. » Meredith le regarda. Elle avait rencontré suffisamment de gens dans sa vie pour savoir quand quelqu'un essayait de l'acheter, et elle détestait ce sentiment. Elle avait déjà été achetée une fois. Son ex-mari l'avait achetée avec son attention, ses promesses, la vision d'une famille qu'elle n'avait jamais eue. Le prix qu'elle avait payé était 3 ans d'enfer. « Je n'ai pas besoin de votre argent, » dit-elle, et sa voix ne tremblait pas. Kennan cligna des yeux. Une seule fois, à peine perceptible. Mais Meredith l'avait vu. Elle l'avait surpris. « Je ne travaille pas pour vous, » continua-t-elle. « Je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez engager pour jouer le rôle de votre fille auprès de votre mère. Si je reste, c'est à cause d'elle, parce qu'elle souffre et qu'elle a besoin de quelqu'un. Pas à cause de vous, pas à cause de votre argent. » Kennan ne répondit pas. Il resta simplement là, à l'observer comme si elle était une créature qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Et peut-être l'était-elle. Peut-être que dans son monde, tout le monde avait un prix. Tout le monde voulait quelque chose. Tout le monde pouvait être acheté. Meredith n'était pas ce genre de personne. Elle avait trop perdu pour croire que certaines choses pouvaient être vendues. « Que voulez-vous » demanda Kennan. Et cette fois, il y avait une véritable curiosité dans sa voix. « Pas d'argent. Alors quoi » Meredith réfléchit à la question. Que voulait-elle? Elle voulait rentrer chez elle. Elle voulait dormir. Elle voulait oublier cette nuit et retrouver sa vie normale. Mais elle avait vu la façon dont Margaret lui tenait la main. Elle avait entendu le tremblement dans sa voix lorsqu'elle avait parlé de la soupe et de la roseraie. Elle avait vu la douleur dans les yeux d'une mère qui perdait la mémoire, mais s'accrochait encore à l'amour qu'elle portait à sa fille. « Je veux qu'elle aille bien, » dit Meredith doucement. C'est tout ce qu'elle voulait. Elle passa devant lui et quitta la pièce remplie de photos sans se retourner. Elle ne vit pas l'expression sur le visage de Kennan à ce moment-là. Elle ne le vit pas rester là pendant plusieurs secondes, la regardant partir comme s'il essayait de résoudre une équation sans réponse. Il avait rencontré des milliers de personnes dans sa vie. Des gens qui le craignaient, des gens qui voulaient quelque chose de lui, des gens qui baissaient la tête et l'appelaient « Monsieur ». Il ne savait pas quoi faire avec quelqu'un qui n'avait pas peur de lui et qui ne voulait rien du tout. Les premiers jours s'écoulèrent aussi lentement que du miel. Meredith n'avait pas l'intention de rester longtemps. Elle s'était dit qu'elle resterait un jour ou deux, juste le temps que Margaret s'habitue à son absence, puis elle partirait. Mais un jour se transforma en deux. Deux se transformèrent en 3, et au 4e jour, elle s'est rendue compte qu'elle avait pris de nouvelles habitudes. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait du thé et l'apportait dans la chambre de Margaret avant qu'elle ne soit complètement réveillée. Margaret aimait son Earl Grey avec une touche de miel, et elle aimait le siroter tout en regardant par la fenêtre le jardin recouvert de neige blanche. Puis venait le petit déjeuner, puis la lecture. Margaret adorait entendre Meredith lire à haute voix, même si elle oubliait souvent l'histoire au bout de quelques minutes. Cela n'avait pas d'importance. Meredith recommençait simplement. Margaret ne se souvenait pas, et Meredith s'en moquait. L'après-midi, s'il faisait assez chaud, elle s'asseyait dans le jardin d'hiver où les branches nues des rosiers attendaient le printemps. Margaret racontait des histoires enchevêtrées qui passaient d'une année à l'autre, d'une personne à l'autre, et Meredith les écoutait toutes. Le soir, elle jouait aux échecs. Margaret se souvenait encore des règles, même si elle ne se rappelait pas ce qu'elle avait mangé au déjeuner. Le cerveau humain était étrange à cet égard. Il retenait ce qui avait été répété des milliers de fois et oubliait ce qui était nouveau. Catherine, c'est ainsi qu'elle appelait Meredith la plupart du temps, 70% du temps, si Meredith devait deviner. Les 30% restants,
Elle l'appelait Gendarfille, ou parfois simplement enfant. Mais quel que soit le nom qu'elle lui donnait, Margaret était toujours heureuse de la voir. Et Meredith se rendait compte qu'elle était heureuse elle aussi. Cela l'effrayait plus que toute autre chose dans cette maison. La maison recelait des secrets. Meredith n'était pas aveugle. Elle voyait des voitures noires aller et venir à des heures inhabituelles. Elle voyait des hommes en costume coûteux entrer et sortir par les portes. Elle n'avait pas le droit de s'approcher. Elle entendait les appels que Kenan recevait au milieu de la nuit, sa voix glaciale traversant les murs. Elle voyait la façon dont le personnel le regardait. Ce n'était pas du respect, c'était de la peur. Et elle comprenait. Elle n'était pas naïve. Elle avait vécu assez longtemps à Chicago pour savoir qu'il existait des formes de pouvoir qui n'étaient pas inscrites dans les livres de droit. Il y avait des hommes qui dirigeaient cette ville dans l'ombre, et Kenan Ashford était l'un d'entre eux. Elle ne posait pas de questions. Elle ne voulait pas de détails. Elle voulait seulement s'occuper d'une vieille femme qui perdait la mémoire, puis partir avant de s'impliquer trop profondément. Mais le 5e jour, Kenan la trouva. Elle marchait dans le couloir à la recherche de la bibliothèque dont Madame Everly avait parlé lorsqu'il apparut comme sorti de nulle part. « Il y a des règles, dit-il. Pas de salutation, pas de présentation. L'aile est de la maison. Vous n'avez pas le droit d'y aller. » Meredith s'arrêta. Elle le regarda, lui qui se tenait debout, bloquant le couloir, comme s'il était propriétaire non seulement de la maison, mais aussi de l'air qui s'y trouvait. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que je l'ai dit. » Elle faillit rire. Faillit. Parce que je l'ai dit. Elle avait entendu cela trop souvent. De la part des gardiens de l'orphelinat, de la part d'employeurs qui la méprisaient, de la part de son ex-mari chaque fois qu'elle osait lui demander pourquoi. « Très bien, dit-elle, je vais éviter cette partie de la maison. » Kenan pencha légèrement la tête, comme surpris par la facilité avec laquelle elle avait accepté. Mais Meredith n'avait pas fini. « Je ne suis pas prisonnière ici, dit-elle d'une voix ferme. Vous avez peut-être des règles, mais ne me donnez pas d'ordre comme si j'étais votre employé. Je suis ici à cause d'elle, pas à cause de vous. Et si vous voulez que je parte, dites-le simplement. Vous ne me reverrez plus jamais. » Ils se tenaient face à face au milieu du couloir, et Meredith ne détourna pas le regard. Elle avait passé 3 ans à baisser les yeux. 3 ans à s'excuser pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. 3 ans à se rabaisser pour qu'un homme puisse se sentir plus grand. Plus jamais. Kenan ne dit rien. Il soutint son regard un instant de plus, puis se retourna et disparut dans le couloir sombre. Meredith resta là, le cœur battant plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Elle ne vit pas Jonas debout dans le coin, qui avait été témoin de toute la scène. Il regarda Kenan s'éloigner, puis se tourna vers Meredith, et un léger sourire effleura ses lèvres. Personne ne disait non à Kenan Ashford. Personne dans cette maison n'osait le regarder dans les yeux et lui dire « Je ne suis pas votre employé ». Jonas était aux côtés de Kenan depuis 15 ans. Il avait vu des hommes puissants se mettre à genoux et supplier. Il avait vu des ennemis trembler au nom d'Ashford, et maintenant, il venait de voir une infirmière d'une petite ville refuser de s'incliner. « Intéressant », murmura Jonas avant de s'éloigner. Meredith ne l'entendit pas. Elle marchait déjà dans le couloir en direction de la chambre de Margaret, le cœur encore battant à tout rompre. Elle vivait dans la maison d'un homme que toute la ville craignait. Et elle venait de lui dire non en face. Il était 3 heures du matin et Meredith ne pouvait pas dormir. Ce n'était pas inhabituel. Elle s'était habituée depuis longtemps aux nuits blanches, après avoir travaillé pendant des années de nuit à l'hôpital. Elle s'était habituée à rester immobile et à faire semblant de dormir pendant que son ex-mari rentrait ivre à la maison et qu'elle n'osait pas respirer trop fort. Aujourd'hui, même si elle était en sécurité, même si elle était libre, son corps n'avait pas oublié. À 3 heures du matin, elle se réveillait toujours le cœur battant, les oreilles tendues à l'affût de bruits de pas qui n'existaient pas. Elle décida de descendre chercher de l'eau plutôt que de fixer le plafond. La maison était silencieuse la nuit, comme le sont souvent les grandes maisons. Pas paisible, mais vide, le son étouffé par les longs couloirs et les pièces vides. Meredith marcha pieds nus sur le sol en bois froid, suivant le chemin qu'elle avait mémorisé après presque une semaine passée ici. Mais alors qu'elle approchait de la cuisine, elle s'arrêta. Il y avait de la lumière, faible, qui ne provenait pas de la cuisine, mais du petit bureau à côté, où elle avait vu le personnel trier le courrier et les documents. La porte était légèrement ouverte. Elle savait qu'elle devait faire demi-tour. Cela ne la regardait pas, mais ses pieds ne l'écoutaient pas. Elle s'approcha, juste assez pour voir à travers l'étroite fente, et ce qu'elle vit la cloua sur place. Kenan Ashford était assis là, seul, à la lueur d'une petite lampe de bureau, sans garde du corps, sans téléphone, sans l'autorité froide et raffinée qu'il affichait pendant la journée.
Juste un homme assis devant une feuille de papier vierge, un stylo à la main. Il écrivit quelque chose, quelques lignes, puis s'arrêta, regarda ce qu'il avait écrit et déchira la page. Il prit une autre feuille, écrivit à nouveau, plus longuement cette fois. Le stylo s'arrêta à mi-chemin. À part soit il fixa la page comme si c'était un ennemi. Puis il la déchira et la jeta sur la pile de bouts de papier qui s'accumulait à ses pieds. Meredith se tenait dans l'obscurité, respirant à peine, et elle comprit. Elle comprit exactement ce qu'il faisait. Il essayait d'écrire une lettre à sa mère, à la femme qui l'appelait par le nom d'un étranger la moitié du temps, à la femme qui le regardait avec des yeux vides et lui demandait qui il était, à la femme qui l'oubliait jour après jour, petit à petit. Et il ne pouvait pas l'empêcher. Il essayait d'écrire ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute, mais il ne trouvait pas les mots. Kenan Ashford, l'homme que tout Chicago craignait, l'homme qui donnait des ordres et était obéi, l'homme qui contrôlait tout ce qui était à sa portée, était assis là, à 3 heures du matin, incapable d'écrire une lettre à sa propre mère. Meredith observa son visage à travers l'étroite ouverture et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas de masque, pas de main, pas de froideur soigneusement construite, juste de la douleur, pure, non dissimulée, le genre de douleur qu'éprouve un enfant lorsqu'il perd sa mère et ne sait pas comment lui dire au revoir. Il écrivit d'une autre ligne, la regarda, et cette fois, il ne la déchira pas tout de suite. Il resta simplement assis là, à fixer le papier. Et Meredith vit ses épaules trembler légèrement, juste un instant. Puis il prit une profonde inspiration, déchira la page en 2, puis en 4, puis en morceaux plus petits, la jeta sur la pile et prit une autre feuille blanche. Meredith recula. Elle se retourna et marcha tranquillement vers sa chambre, oubliant complètement l'eau qu'elle était venue chercher. Certaines souffrances n'ont pas besoin de témoins. Certains moments de faiblesse méritent de rester privés. Elle n'avait pas le droit de voir cela. De retour dans son lit, elle fixa le plafond et pensa à son ex-mari. Lui aussi s'asseyait seul dans le noir, mais il buvait. Il cassait des objets. Il transformait sa douleur en colère et la déversait sur elle. Chaque bouteille vide signifiait un nouveau bleu sur sa peau. Chaque nuit d'insomnie pour lui devenait une nuit d'enfer pour elle. Cet homme était différent. Cet homme s'asseyait dans le noir et déchirait du papier. Cet homme ne déversait sa douleur sur personne d'autre. Il la retenait, la ravalait, la laissait le ronger de l'intérieur. Meredith ne savait pas si c'était mieux ou pire. Elle savait seulement que c'était différent, et elle détestait avoir remarqué cela. Elle détestait commencer à le voir comme un homme plutôt que comme un symbole de pouvoir et de danger. Elle détestait se souvenir de la façon dont il avait dit « s'il te plaît » la première nuit, comme si cela lui avait fait mal de le dire. « Arrête », se dit-elle. « Ne fais pas ça. Ne commence pas à t'attacher. Ne commence pas à avoir pitié. Ne commence pas à voir l'être humain qui se cache derrière les hommes dangereux. » Elle avait déjà commis cette erreur une fois. Mais l'image de Kenan assis seul dans la lumière jaune, déchirant page après page, essayant de trouver un moyen de dire à sa mère qu'il l'aimait avant qu'elle ne l'oublie complètement, refusait de quitter son esprit. Il tenait un empire entre ses mains, mais il ne trouvait pas les mots pour sa propre mère. La journée commença comme toutes les autres. Meredith prépara le thé, la porta dans la chambre de Margaret et s'assit à côté d'elle près de la fenêtre, regardant la neige commencer à fondre. Mais en milieu de matinée, tout a changé. Margaret ne la reconnaissait pas. Pas comme d'habitude, en l'appelant Catherine ou gentille fille. Cette fois, elle regardait Meredith comme si elle était une intruse. « Qui êtes-vous » cria Margaret, la voix tremblante et aiguë comme du verre. « Que faites-vous dans ma chambre? Sortez, sortez immédiatement. » Meredith garda un ton calme. « Madame Ashford, c'est Meredith. Je suis ici avec vous depuis des jours. Vous ne vous souvenez pas? Nous avons joué aux échecs hier soir. » Mais Margaret ne l'entendait pas. Elle se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière et elle se mit à jeter tout ce qui lui tombait sous la main. Une tasse de thé se brisa sur le sol. Des livres tombèrent comme des oiseaux blessés. Elle cria des noms que Meredith ne connaissait pas, appelant à l'aide pour qu'on la sauve de l'étrangère dans sa chambre. Madame Everly se précipita. 2 autres membres du personnel la suivirent. Ils essayèrent de calmer Margaret, mais elle se débattit, avec une force que Meredith n'aurait jamais cru possible chez une femme de 74 ans. Meredith s'approcha lentement, les mains levées pour que Margaret voie qu'elle ne lui voulait aucun mal. « Madame Ashford, dit-elle doucement, je ne vous ferai pas de mal, je veux seulement vous aider. » Margaret se figea. Elle fixa Meredith, les yeux exorbités, le souffle court, puis elle parla d'une voix soudainement froide comme la pierre. «
Pourquoi ne partez-vous pas? Meredith ne bougea pas. Tout le monde parle, dit Margaret, et la colère disparut de sa voix, laissant place à quelque chose de fatigué, de blessé. Mon mari est parti. Catherine est partie. Tout le monde me quitte. Vous partirez aussi. Alors pourquoi ne pas partir maintenant? Pourquoi faire semblant de rester? Ces mots frappèrent Meredith comme une gifle. Non pas parce que Margaret voulait la blesser. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Mais les mots « tout le monde part » résonnaient dans la tête de Meredith comme une sonnette d'alarme. Elle connaissait ce sentiment. Elle le connaissait trop bien. Ses parents l'avaient abandonnée dans un orphelinat alors qu'elle était trop jeune pour se souvenir de leur visage. Des familles étaient venues la voir, l'avaient examinée, puis avaient choisi un autre enfant. Des amis avaient promis de rester en contact, puis avaient disparu. Un mari avait juré de l'aimer pour toujours, puis avait transformé cet amour en un enfer personnel. Tout le monde part. Elle avait entendu cette phrase toute sa vie, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle l'entendrait de l'autre côté. Margaret finit par se calmer. Les médicaments que Mme Everly lui avait donnés commencèrent à faire effet, et elle s'endormit sur le lit, les traces de larmes encore visibles sur ses joues. Meredith aida à nettoyer la chambre en silence. Elle ramassa les morceaux de la tasse de thé cassée, empila les livres tombés par terre et essaya de ne penser à rien. Mais cette nuit-là, elle fit ses valises. Elle n'avait pas grand-chose. Un petit sac qu'elle avait apporté le premier soir, pensant ne rester que quelques heures. Quelques vêtements de rechange que Mme Everly avait préparés pour elle. Le livre qu'elle avait lu à haute voix à Margaret. Elle mit tout dans son sac, le ferma et se tint devant la porte. Le couloir était sombre. Elle pouvait partir maintenant, appeler un taxi, rentrer chez elle, retrouver sa vie ordinaire, retrouver la sécurité de la solitude. Personne ne pourrait l'abandonner si elle ne laissait personne s'approcher d'elle. Personne ne pourrait la décevoir si elle n'attendait rien. Elle avait vécu ainsi pendant 2 ans après son divorce, seule, en sécurité, intouchable. Elle pouvait continuer à vivre ainsi. Elle le devrait. Elle avait peur. Pas de Kenan, ni du monde obscur dans lequel elle était entrée. Elle avait peur d'elle-même, peur d'avoir commencé à s'attacher à Margaret, peur d'avoir commencé à comprendre Kenan, peur de commencer à ressentir, même faiblement, qu'elle avait sa place ici. Elle avait peur d'être à nouveau entendue. Et elle savait avec une certitude qui lui serrait la poitrine que si elle restait plus longtemps, elle serait blessée. Il n'y avait pas d'autre issue. Elle posa la main sur la poignée de la porte. « Tu pars? » Meredith se retourna. Mme Everly se tenait au bout du couloir, les cheveux presque entièrement argentés, le visage marqué par une longue journée. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement une simple question. Meredith ne répondit pas. « Je ne vous en veux pas, » dit Mme Everly en s'approchant. Aujourd'hui a été une journée difficile. Elle ne l'a pas fait exprès. Elle ne se contrôle pas quand cela arrive. « Je sais, » murmura Meredith. « Elle va vous demander, » continua Mme Everly. Le matin, quand elle se réveille, elle demande toujours où est Catherine. Et si vous n'êtes pas là, elle croira que Catherine est repartie. Meredith ferma les yeux. Elle ne voulait pas entendre cela. Elle ne voulait pas se sentir responsable. Vous ne lui devez rien, dit doucement Mme Everly. Je sais que vous avez votre propre vie, mais je suis dans cette maison depuis 15 ans. Je l'ai vu perdre son mari, perdre sa fille, perdre la mémoire, et je ne l'ai jamais vu aussi paisible que lorsque vous à ses côtés. La gouvernante n'ajouta rien. Elle se contenta de se retourner et de disparaître dans l'obscurité. Meredith resta là, la main toujours sur la poignée, son sac en bandoulière. Elle pouvait partir. Personne ne l'en empêcherait, mais elle pensa à Margaret, à la façon dont elle lui tenait la main les bonjours, à la façon dont elle souriait quand Meredith lui faisait la lecture, à la façon dont elle avait dit « Tout le monde s'en va avec des yeux qui ont vu trop de gens partir ». Meredith posa son sac. Elle ne restait pas pour Kenan. Elle ne restait pas pour l'argent. Elle restait parce qu'elle ne pouvait pas être une personne de plus qui partait. Elle avait été abandonnée trop souvent dans sa vie pour oublier ce que cela faisait. Et elle ne pouvait pas faire ça à une vieille femme qui perdait tout petit à petit. Elle retourna dans sa chambre. Elle posa son sac par terre. Elle s'allongea sur le lit et fixa le plafond jusqu'à l'aube. Elle avait failli s'enfuir. Mais certaines personnes ne peuvent pas survivre à un nouvel abandon. Une semaine après la nuit où elle avait failli partir, Meredith commit une erreur. Pas intentionnellement. Elle n'aurait jamais délibérément enfreint une règle établie par Kenan. L'aile était interdite et elle avait respecté cette règle. Mais ce jour-là, Margaret passait une bonne journée. C'était l'un de ces rares matins où elle était presque elle-même et elle voulait se promener dans la maison. Elle a dit qu'elle cherchait un vieil album photo.
Quelque part dans la maison, je ne me souviens plus où, a-t-elle dit à Meredith. Tu veux bien m'aider à le trouver, Catherine? Et Meredith, incapable de refuser, l'accompagna. Elles déambulèrent dans les couloirs, ouvrant les portes, à la recherche d'un album qui n'existait peut-être plus ou qui n'avait peut-être jamais été là où Margaret croyait qu'il était. Et à un moment donné, Meredith se rendit compte qu'elle était perdue. Ces couloirs semblaient différents, plus sombres, avec moins de fenêtres, et aucun membre du personnel ne circulait. Margaret était fatiguée, et Madame Everly est arrivée pour la ramener dans sa chambre afin qu'elle se repose. Meredith était restée seule dans le couloir inconnu, essayant de retracer ses pas. Elle a tourné à gauche, puis à droite, et c'est alors qu'elle a entendu une voix, la voix de Kenan, mais pas celle qu'elle avait entendue auparavant. Pas le ton froid et contrôlé qu'il utilisait avec elle. Pas la voix adoucie qu'il avait lorsqu'il parlait à sa mère. C'était autre chose, plus froid, plus tranchant, comme une lame trop affûtée. Elle savait qu'elle devait faire demi-tour, qu'elle ne devait pas être là, mais ses pieds refusaient de l'écouter. Elle s'approcha d'une porte entr'ouverte, juste assez pour voir à l'intérieur. La pièce ressemblait à un bureau. Un grand bureau en chêne, des étagères allant jusqu'au plafond, et au centre de la pièce, un homme agenouillé sur le sol. Il semblait avoir environ 40 ans, vêtu d'un costume coûteux, désormais froissé et trempé de sueur. Il tremblait. Il tremblait si violemment que Meredith pouvait le voir de là où elle se tenait. Devant lui se tenait Kenan. Il ne criait pas, il ne frappait pas, il n'avait rien à faire. Il se tenait simplement là, regardant l'homme agenouillé à ses pieds, et il parlait. « Vous avez pris mon argent, » dit Kenan, d'un ton aussi calme que s'il lisait les prévisions météo. 200 000 $ en 6 mois. Vous pensiez que je ne m'en apercevrais pas. Vous pensiez que je ne vérifierais pas. Tu pensais que j'étais stupide. L'homme pleurait. Des larmes coulaient sur son visage, se mélangeant à la sueur. « S'il te plaît, dit-il d'une voix tremblante. Je peux t'expliquer. Ma femme est malade. Les factures de l'hôpital. J'allais te rembourser. Je te le jure. » L'expression de Kenan ne changea pas. « Ils s'excusent toujours, dit-il presque à lui-même. Ils ont toujours une raison. Une femme malade, un enfant qui a besoin de cours particuliers, une mère qui doit se faire opérer. » Il regarda l'homme et ses yeux étaient de glace. « Je m'en fiche. » L'homme sanglotait plus fort, les mains jointes comme pour prier. « S'il vous plaît, ma famille, mes enfants, je vous donne 24 heures, dit Kenan, coupant court à ses supplications comme si de rien n'était. 24 heures pour rembourser chaque centime. Sinon, votre famille devra trouver un nouvel emploi. Tous. Votre femme est à Moundsea, n'est-ce pas? En oncologie. Il lui serait très difficile de poursuivre son traitement si personne n'acceptait de la prendre en charge. L'homme se tut. Les larmes coulaient toujours, mais il ne pouvait plus parler. Il comprenait. Meredith comprit également. Ce n'était pas une menace de violence. Il n'y avait ni armes à feu, ni couteau, ni sang, mais c'était quelque chose de plus impitoyable. Cet homme pouvait détruire toute une vie d'un simple coup de téléphone. Kenan se détourna. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors comme si l'homme agenouillé sur le sol n'existait plus. « Jonas, appela-t-il, raccompagne-le. » Une porte latérale s'ouvrit et Jonas entra. Il aida l'homme à se relever, sans brutalité, mais sans douceur non plus, et le conduisit vers une autre porte. Meredith recula. Son cœur battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Ses mains tremblaient, ses jambes étaient molles. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. « Tu ne devrais pas être ici. » La voix venait de derrière elle. Meredith faillit crier, se retourna. Jonas se tenait là, le regard indéchiffrable, les yeux fixés sur elle. Il avait dû contourner l'entrée principale sans qu'elle s'en aperçoive. « Je sais, » dit Meredith. Jonas l'observa longuement. Il ne la menaça pas, ne la mit pas en garde. Il se contenta de la regarder. « Viens avec moi, dit-il enfin. Je vais te ramener dans ta chambre. » Meredith le suivit en silence. Elle ne jeta pas un regard en arrière vers le bureau où Kenan se tenait toujours près de la fenêtre. Elle ne voulait pas regarder. Elle en avait vu assez. Elle avait compris qu'il était dangereux dès la première nuit, lorsque 3 SUV noirs étaient arrivés et que 6 hommes s'étaient déplacés comme des soldats. Elle savait dans quel genre de maison elle se trouvait, mais savoir et voir étaient 2 choses différentes. Maintenant, elle avait vu. Elle avait vu la façon dont il regardait un homme adulte sangloter à ses pieds sans la moindre pitié. Elle avait vu la façon dont il menaçait de détruire toute une famille d'une voix aussi calme que s'il commandait un café. Elle avait vu son monde réel et elle croyait d'avoir vu le vrai homme. Du moins, c'est ce qu'elle pensait à ce moment-là. Elle avait toujours su qu'il était dangereux. Maintenant, elle en avait été témoin. Jonas ne la ramena pas immédiatement dans sa chambre. Il la conduisit plutôt dans une petite pièce au bout du couloir,
Une sorte de salon réservé au personnel, avec des chaises simples et une table étroite sur laquelle reposait une bouilloire encore chaude. Il versa 2 tasses de thé, en glissa une vers elle et s'assit en face d'elle. Meredith ne but pas. Elle fixa la vapeur qui s'élevait de la tasse et essaya de calmer les battements de son cœur. « Tu as vu ?» dit Jonas. Ce n'était pas une question. Meredith ne répondit pas. « As-tu peur ?» Elle leva les yeux vers lui. Jonas avait le genre de visage qui avait trop vu pour être encore surpris par quoi que ce soit. Il ne la menaçait pas. Il lui posait sincèrement la question. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Elle repensa à ce qu'elle venait de voir. L'homme à genoux, les larmes, les supplications, et Kenan debout, froid comme la pierre, démantelant une vie sans même cligner des yeux. Elle aurait dû avoir peur. N'importe quelle personne raisonnable l'aurait été. « J'ai vécu avec un homme qui m'a battu tous les soirs pendant 3 ans, dit-elle enfin. Sa voix était si calme qu'elle en fut elle-même surprise. Il me riait au nez tous les matins comme si de rien n'était. Il m'achetait des fleurs après m'avoir fait saigner. Il me disait qu'il m'aimait pendant qu'il me serrait la gorge. » Jonas ne l'interrompit pas. Il se contenta d'écouter, le visage impassible, même si quelque chose avait changé dans son regard. Ce n'était pas de la pitié. Meredith détestait de la pitié. Peut-être de la compréhension. « Il est dangereux, » dit Meredith doucement, en faisant un signe de tête en direction de la pièce qu'elle venait de quitter. « Je ne suis pas idiote. J'ai vu ce que j'ai vu. Mais il ne prétend pas qu'il n'est pas dangereux. Il y a une différence. » Elle soutint le regard de Jonas. « Mon ex faisait semblant d'être bon. Il portait un masque devant le monde et ne l'enlevait que lorsqu'il n'y avait que moi. Kenan ne fait pas semblant. Il est exactement ce qu'il est, et bizarrement, c'est plus facile à vivre. » Jonas resta silencieux pendant un moment. Il but une gorgée de thé, posa la tasse et l'observa d'une manière qu'elle ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. « Tu es la première personne qu'il n'a pas renvoyée dans les 24 heures, » dit Jonas. Meredith cligna des yeux. Elle ne comprenait pas. « Je suis avec lui depuis 15 ans, » continua Jonas. « J'ai vu des gens aller et venir, des femmes de ménage, des médecins, des infirmières engagées pour s'occuper de Mme Ashford. Aucun d'entre eux n'est resté plus d'une journée. Il trouvait toujours une raison de les renvoyer. Toujours. « Pourquoi ?» demanda Meredith. « Parce qu'il ne fait confiance à personne. » Jonas le dit aussi simplement que s'il décrivait la couleur du ciel. Il a ses raisons, mais ce n'est pas à moi de les partager. Il fit une pause, puis ajouta plus doucement. « Vous n'êtes pas comme les autres qui entrent dans cette maison. Ils veulent de l'argent, du pouvoir, quelque chose de lui. Tout le monde veut quelque chose. Mais vous ne semblez rien vouloir. » Meredith réfléchit à cela. Que voulait-elle? Elle avait déjà répondu à cette question une fois. « Je veux qu'elle aille bien, » répéta-t-elle. « Margaret, je veux qu'elle ait quelqu'un à ses côtés à la fin. Je ne veux pas qu'elle soit seule. C'est tout. » Jonas l'observa longuement, puis acquiesça lentement, comme si elle venait de réussir un test dont elle ignorait l'existence. « Ce n'est pas un mauvais homme, » dit Jonas, et il y avait quelque chose de presque protecteur dans son ton. « Il fait de mauvaises choses, mais ce n'est pas un mauvais homme. Y a-t-il une différence? » demanda Meredith. « C'est une bonne question, » répondit Jonas. « J'essaie d'y répondre depuis 15 ans. » Il se leva, repoussa sa chaise et la regarda. « Si tu restes, fais attention. »« À lui? » demanda-t-elle. « Non. » Jonas secoua la tête. « À toi-même. Cet endroit change les gens. Tu penses que tu es seulement ici pour Margaret. Tu penses que tu partiras quand ce sera fini et que tu retourneras à ta vie normale. Mais cette maison ne fonctionne pas comme ça. Elle t'attire lentement, silencieusement, et quand tu t'en rends compte, tu n'es plus la même personne qu'avant. » Meredith ne répondit pas. Elle le regarda marcher vers la porte, s'arrêter sur le seuil, puis jeter un coup d'œil en arrière. « Tu es une bonne personne, dit-il. Je ne rencontre pas beaucoup de bonnes personnes dans ce métier. J'espère que cet endroit ne changera pas cela. » Puis il la laissa seule avec une tasse de thé refroidie et des pensées qu'elle ne savait pas encore comment gérer. Ce matin-là, Margaret se réveilla et était elle-même. Pas complètement, elle ne l'était plus jamais complètement, mais suffisamment pour que son regard soit plus clair que d'habitude. Suffisamment pour qu'elle se souvienne que Meredith n'était pas Catherine, même si elle se trompait encore parfois et utilisait le mauvais nom. C'était des jours que Meredith avait appris à chérir, de brefs moments où la maladie reculait et permettait à Margaret de vivre pleinement, ne serait-ce que pendant quelques heures. « Je veux aller dans le jardin, » dit Margaret après le petit déjeuner. « Tu m'y emmèneras? » La neige avait presque fondu et le soleil de février reposait sur le jardin d'hiver d'une chaleur pâle mais douce. Meredith enroula un autre manteau autour des épaules de Margaret, plaça un bonnet en tricot sur ses cheveux argentés
et la guida à travers les portes vitrées à l'arrière de la maison. Le jardin avait l'air différent sans sa couverture de neige. Meredith pouvait voir les parterres de fleurs qui attendaient le printemps, les arbustes taillés avec soin et, au centre, une section entièrement consacrée aux roses, dont les branches nues étaient désormais grises, brunes et fines. Mais elle pouvait imaginer à quel point elles seraient belles une fois en fleurs. Margaret la conduisit vers le plus grand rosier, un vieil arbre au tronc épais et patiné par les intempéries, dont les branches s'étendaient vers l'extérieur comme des bras embrassant le ciel. « Celui-ci est plus vieux que moi, » dit Margaret, en posant sa paume contre l'écorce, comme pour saluer un vieil ami. Il était déjà là quand je suis arrivé dans cette maison en tant que jeune mariée. Elle sourit doucement, le regard perdu au loin. Catherine avait l'habitude de cacher des choses ici quand elle était petite. Elle creusait un petit trou à la base de l'arbre et y enterrait toutes sortes de trésors. Des bonbons, des lettres, des jouets. Elle pensait que personne ne le savait. Un petit rire lui échappa, mais je le savais. Je l'ai toujours su. J'ai juste fait semblant de ne pas le savoir. Puis elle se tut. La lumière dans ses yeux s'estompa, tandis que le souvenir lui glissait entre les doigts comme de l'œil. « Qu'est-ce que je disais ?» demanda-t-elle, redevenant confuse. « Vous parliez du jardin, » répondit Meredith doucement. « Du fait que vous aimez vous asseoir ici. »« Oui. » Margaret acquiesça, acceptant l'explication comme si elle était solide. « J'aime m'asseoir ici. » Elles se trouvèrent un banc en pierre à proximité et s'assirent. Margaret raconta des histoires, des fragments sur des personnes que Meredith ne connaissait pas, sur des étés lointains, sur un homme que Meredith supposait être le père de Kenan. Les histoires vagabondaient d'une année à l'autre, sans lien et sans ordre, mais Kenan arriva discrètement et s'assit à côté d'elle sans les interrompre. Meredith faillit ne pas le reconnaître. Il ne portait pas son costume noir habituel, mais seulement une chemise et un pantalon sombre. Plus simple, moins intimidant, et il était seul. Pas de Jonas, pas de garde. « Mon fils », appela Margaret d'une voix enjouée, remplie de la joie simple d'un enfant qui salue quelqu'un qu'il aime. « Tu es venu t'asseoir avec moi. » Kenan ne répondit pas. Il s'assit sur le banc, laissant un petit espace entre eux, comme s'il ne savait pas s'il avait le droit de le combler. Margaret continua à parler des roses, des étés passés, des rires qui remplissaient autrefois l'air. Kenan écoutait. Il ne la corrigeait pas lorsqu'elle confondait les détails. Il ne la guidait pas lorsqu'elle perdait le fil. Il écoutait simplement. Et Meredith le vit regarder sa mère avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant sur son visage. De la tendresse, de la douleur, de l'amour. Puis Margaret fit quelque chose qui les rendit tous deux immobiles. Elle prit la main de Kenan dans sa main droite. Elle prit celle de Meredith dans sa main gauche et dit, d'une voix pleine de satisfaction, « Mes deux enfants sont là. » Meredith ne savait pas comment réagir. Elle n'était pas la fille de Margaret. Elle était une étrangère qui ressemblait par hasard à la fille qu'elle avait perdue. Mais Margaret lui tenait la main avec toute la chaleur de l'amour maternel, et Meredith ne pouvait pas se retirer. Elle jeta un coup d'œil à Kenan. Ils fixaient leurs mains jointes, et elle vit ses doigts se resserrer légèrement autour de ceux de sa mère, suffisamment pour lui faire comprendre que c'était important. Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment, le soleil d'hiver se posant doucement sur eux. Au bout d'un certain temps, Kenan se tourna vers Meredith et lui posa une question à laquelle elle ne s'attendait pas. « Dans quel hôpital travaillez-vous » C'était une question ordinaire, du genre de celle que l'on pose lorsqu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais venant de lui, elle semblait étrange, comme s'il essayait de parler une langue qu'il n'avait pas pratiquée depuis des années. « Moundsea » répondit-elle. « Aux urgences » il acquiesça. « Depuis combien de temps » 5 ans. Il lui posa quelques questions supplémentaires sur ses horaires, sur le rythme de travail. Des questions anodines, légèrement maladroites, comme s'il n'était pas habitué à des conversations qui ne concernaient pas des ordres ou des négociations. Meredith répondit avec le même embarras, déstabilisé par cette version plus calme de lui, l'homme qui s'était assis dans le jardin avec sa mère et lui avait posé des questions sur son travail comme si cela l'intéressait vraiment. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Les paroles de Margaret résonnaient dans son esprit. Catherine avait l'habitude de cacher des choses ici. Cette phrase l'empêchait de trouver le repos. Vers minuit, elle enfila son manteau et se glissa dehors. Le clair de lune baignait le jardin d'une lumière argentée, suffisamment vive pour lui permettre de trouver le vieux rosier. Elle s'agenouilla, la terre froide s'infiltrant à travers ses vêtements, et commença à creuser avec ses mains. Elle ne savait pas ce qu'elle espérait trouver. Peut-être rien. Peut-être était-elle stupide. Mais ses doigts heurtèrent quelque chose de solide, de métallique. Elle dégagea la terre et sortit une petite boîte en fer blanc, vieille et rouillée au coin.
Elle retint son souffle en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe. Le papier avait jauni avec le temps, mais l'écriture était encore lisible. Pour Kenan, à n'ouvrir que lorsque maman ne te reconnaîtra plus. Meredith fixa l'enveloppe, le cœur battant. L'écriture de Catherine. Une lettre d'un mort à un vivant. Un secret enfoui sous les racines d'un rosier, attendant que les bonnes mains le découvrent. Elle tenait entre ses mains le secret de quelqu'un qui ne respirait plus, et elle n'avait aucune idée que cela allait tout changer. Meredith ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée sur son lit, l'enveloppe posée sur la table à côté d'elle, la fixant comme si elle pouvait la mordre. Elle tenait le secret de quelqu'un d'autre et ne savait pas quoi en faire. Elle aurait pu l'ouvrir. Personne ne l'aurait su. Personne ne l'aurait découvert. Mais ce n'était pas son genre. Elle avait passé toute sa vie à franchir les limites. Son ex-mari lisait ses messages, vérifiait son téléphone, ouvrait son courrier. Il n'avait jamais compris le concept de vie privée. Elle ne deviendrait pas ce genre de personne. Le lendemain matin, après s'être assurée que Margaret était bien installée chez Mme Everly, elle partit à la recherche de Kenan. Il était dans son bureau, la même pièce où elle l'avait vu déchirer des papiers à 3 heures du matin. Il était assis derrière son bureau et lisait quelque chose sur son ordinateur portable. Lorsqu'elle frappa à la porte, il leva les yeux avec l'irritation d'un homme interrompu. Son expression changea lorsqu'il la vit. Elle ne s'adoucit pas complètement, mais devint moins sévère. « Entrez », dit-il. Meredith entra et referma la porte derrière elle. Elle s'approcha de son bureau, sortit l'enveloppe de la poche de son manteau et la posa entre eux. « J'ai trouvé ça dans le jardin, » dit-elle. « Mademoiselle Ashford m'a dit que Catherine cachait des choses sous le vieux rosier. J'étais curieuse, j'ai creusé et je l'ai trouvée. » Kenan regarda l'enveloppe. Il ne la toucha pas. Il se contenta de la fixer du regard, et Meredith vit le sang se retirer de son visage. Il reconnut l'écriture. Bien sûr, c'était celle de sa sœur. Sa main reposait sur le bureau et Meredith la vit trembler légèrement, suffisamment pour qu'elle le remarque. Il essayait de contrôler sa réaction, mais son corps le trahissait. « L'avez-vous lu ?» demanda-t-il d'une voix plus rauque que d'habitude. « Non, pourquoi ?» Meredith le regarda dans les yeux. « Parce que ce n'est pas mon secret. » Il la regarda longuement, comme si elle était quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Elle avait gardé cette lettre toute la nuit. Elle aurait pu l'ouvrir sans que personne ne le sache, mais elle ne l'avait pas fait. Elle la lui avait rendue intacte et lui avait dit qu'elle ne lui appartenait pas. Personne ne faisait cela. Dans son monde, les gens collectaient des informations. Ils cherchaient des moyens de pression. Tout le monde voulait quelque chose, mais elle lui avait rendu l'enveloppe comme si elle ne lui avait jamais appartenu, parce que c'était le cas. « Merci », dit-il, et ses mots sonnaient étrangement dans sa bouche, comme s'il les utilisait rarement. Meredith acquiesça et se retourna pour partir. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire. La lettre était revenue à sa place. Elle n'avait aucune raison de rester. Rester. Sa voix l'arrêta. Elle se retourna. Kenan la regardait, l'enveloppe toujours posée sur le bureau entre eux, et son expression était différente de celle qu'elle lui connaissait. Ce n'était ni un ordre, ni une injonction, mais presque une supplication, comme la nuit dans la neige où il avait dit « S'il te plaît, reste », répéta-t-il plus doucement cette fois. Pendant que je la lisais, Meredith resta là, indécise. Elle n'avait pas sa place dans ce moment. C'était une lettre de sa sœur, le chagrin privé de sa famille. Elle était une étrangère, mais il la regardait comme un homme qui ne voulait pas affronter quelque chose seul, et elle comprenait ce sentiment. Elle s'assit sur la chaise en face de lui. Elle ne parla pas. Elle resta simplement là, lui faisant savoir qu'elle était là. Kenan tendit la main vers l'enveloppe. À ce moment précis, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son visage s'assombrit. Meredith ne savait pas qui l'appelait, mais elle reconnut son expression. C'était important, le genre d'appel auquel il répondait généralement immédiatement, qu'il arrive à minuit ou pendant un repas. Il regarda le téléphone, puis l'enveloppe, puis elle, et il le mit en mode silencieux. « Ça peut attendre », dit-il en posant le téléphone face vers le bas sur le bureau. Meredith ne dit rien, mais elle comprit ce dont elle venait d'être témoin. Pour la première fois, il avait placé quelque chose au-dessus de son travail, au-dessus de son empire, au-dessus des appels tardifs, des réunions secrètes et des hommes agenouillés à ses pieds. Il plaçait la lettre de sa sœur au-dessus de tout cela, et il ne voulait pas la lire seul. Il ouvrit l'enveloppe lentement, avec précaution, comme si elle risquait de se déchirer. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages manuscrites. L'écriture de Catherine, soignée, claire, pleine d'amour. Il commença à lire, et Meredith resta assise en silence, afin qu'il ne soit pas seul avec ce que sa sœur avait laissé derrière elle. Kenan sortit les pages de l'enveloppe avec des mains qu'il essayait de stabiliser,
sans y parvenir tout à fait. Meredith ne regarda pas la lettre. Elle observait son visage. Elle avait appris depuis longtemps qu'un visage peut en dire plus long que n'importe quel mot prononcé. Il commença à lire en silence. Ses yeux parcouraient les lignes et elle voyait son expression changer petit à petit, comme de la glace fondant lentement au soleil. D'abord la surprise, puis la confusion, puis quelque chose de plus profond, de plus lourd, quelque chose de trop douloureux pour être nommé. Il s'arrêta à un paragraphe, le relut, puis recommença et se mit à lire à haute voix, comme s'il avait besoin d'entendre les mots de sa propre voix pour croire qu'ils étaient réels. « Mon Kenan », lut-il d'une voix rauque, « si tu lis ceci, cela signifie que maman ne te reconnaît plus. Je suis désolé. Je suis désolé que tu doives vivre cela. Je suis désolé de ne pas être là pour te tenir la main. » Il déglutit et continua. « Mais il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que j'ai essayé de te dire pendant des années, mais tu ne m'as jamais laissé m'approcher suffisamment. Tu construis des murs, Kenan. Tu les construis avec tout le monde, même avec moi. Et je comprends pourquoi. Je sais de quoi tu as peur. » Meredith vit ses doigts se crisper sur le papier jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je connais le secret, » poursuivit-il. « Je le sais depuis que j'ai 16 ans. J'ai entendu maman et papa parler. De ta mère biologique, de la façon dont elle est partie quand tu avais 10 ans, du fait que tu n'es pas le fils biologique de maman. » Il s'arrêta, ferma les yeux un instant, comme pour se préparer. « Je sais ce que tu as cru toute ta vie, Kenan. Je sais que tu penses que maman t'a gardé par devoir, parce que papa a insisté, parce qu'elle n'avait pas le choix. Je sais que tu as porté cette croyance comme un poids en toi. Je sais que c'est pour ça que tu n'as jamais laissé personne s'approcher de toi. Parce que si même ta propre mère ne voulait pas vraiment de toi, comment quelqu'un d'autre aurait-il pu le vouloir? » Sa voix tremblait. Meredith ne l'avait jamais entendu trembler auparavant. « Mais tu avais tort, lut-il, presque brisé par ces mots. Complètement tort. Maman ne t'a pas élevé par obligation. Elle t'a choisi. Je lui ai demandé une fois, quand j'ai été assez grand pour le faire, je lui ai demandé pourquoi elle avait recueilli l'enfant de la femme qui avait brisé son mariage. Et elle m'a répondu de la voix la plus calme que j'ai jamais entendue, que tu n'étais pas responsable des péchés des adultes. Tu n'étais qu'un petit garçon qui avait besoin d'amour et elle a choisi de t'aimer. » Kenan fixait la page comme si elle l'avait frappé. « Tu n'es peut-être pas de son sang, » lut-il doucement, « mais tu es son fils. À partir du jour où elle t'a pris la main et t'a dit de rester avec elle, tu es devenu son fils. Non pas parce qu'elle y était obligée, non pas parce qu'elle y était contrainte, mais parce qu'elle t'avait choisi. Chaque jour, pendant 26 ans, elle t'a choisi. » Il tourna la page, les mains tremblant davantage à présent. « Cesse d'avoir peur, Kenan, lut-il. Elle t'aime. Pas parce que tu étais un fardeau qu'elle devait porter. Parce que tu es toi. Parce que tu étais le petit garçon qui pleurait seul dans un coin lors de sa première nuit dans cette maison. Et qu'elle s'est assise à côté de toi pendant 3 heures jusqu'à ce que tu t'endormes. Parce que tu étais l'adolescent qui faisait semblant d'être dur, mais qui lui achetait quand même des fleurs pour chaque anniversaire. Parce que tu es l'homme qui a bâti un empire, mais qui rentrait quand même à la maison pour le dîner du dimanche. Elle t'aime et je t'aime. J'aurais aimé pouvoir te dire cela de mon vivant. J'ai essayé tant de fois, mais tu ne m'as jamais laissé m'approcher suffisamment. Tu as toujours trouvé le moyen de me repousser comme tu repousses tout le monde. Alors je t'écris à la place. Je cache cette lettre-là où je sais qu'elle sera trouvée un jour. Et j'espère que lorsque tu la liras, tu comprendras enfin. Tu es aimé, Kenan. Tu l'as toujours été. Ne laisse pas la peur te voler un autre jour de ta vie. Ta sœur, Catherine. Kenan posa les pages sur le bureau. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il n'a rien cassé. Il est simplement resté assis là, immobile. Meredith l'a observé et a compris que ce n'était pas le silence d'un homme qui contrôlait ses émotions. C'était le silence de quelqu'un dont les fondations venaient de basculer. Le silence d'un homme contraint de redéfinir sa propre histoire. Pendant 36 ans, il avait vécu en croyant que sa mère l'avait gardé loin de lui par devoir. Il avait érigé des murs contre le monde parce qu'il croyait que personne ne voulait vraiment de lui. Il avait repoussé sa sœur parce qu'il avait peur que si elle s'approchait trop près, elle verrait qu'il n'était pas digne d'être aimé. 36 ans construits sur une histoire qu'il s'était racontée. 36 ans façonnés par la peur. Et maintenant, en quelques pages écrites d'une écriture soignée, cette peur avait été démantelée. Il avait eu peur pendant 36 ans, et cela n'avait jamais été la vérité. Le silence s'éternisait. Meredith ne savait pas depuis combien de temps. Peut-être 1 minute, peut-être 10. Le temps avait perdu tout son sens dans cette pièce où un homme venait de finir de lire une lettre qui démantelait tout ce qu'il croyait savoir de sa propre vie. Kenan resta assis,
fixant les pages posées sur le bureau, mais ses yeux ne les voyaient plus vraiment. Il regardait ailleurs, quelque part bien au-delà des murs, peut-être vers le passé, peut-être vers les années qu'il avait gaspillées à craindre quelque chose qui n'avait jamais été vrai. « Savez-vous ce qui est le pire ?» dit-il enfin. Sa voix était rauque, comme s'il avait crié pendant des heures, alors qu'il n'avait pratiquement pas parlé. Meredith ne répondit pas. Elle se contenta d'écouter. « J'ai eu peur de ça toute ma vie, » dit Kennan. « Peur qu'elle me garde par obligation. Peur d'être un fardeau dont elle ne pouvait se débarrasser. Peur que chaque fois qu'elle me regardait, elle voie la femme qui l'avait trahie. » Il eut d'un rire creux, dépourvu d'humour. J'avais tellement peur que je ne lui ai jamais demandé, je ne lui ai jamais donné l'occasion de me dire la vérité, car j'étais terrifié à l'idée que la vérité confirme ce que je croyais. Il baissa à nouveau les yeux vers la lettre, et Catherine savait qu'elle savait tout. Elle a essayé de me le dire tant de fois. Il prit une inspiration tremblante. Elle venait dans ma chambre tard le soir, disait qu'elle voulait parler, qu'il y avait quelque chose d'important que je devais savoir. Et qu'ai-je fait? Je lui ai dit d'aller se coucher. J'ai dit que j'étais occupé. J'ai trouvé toutes les excuses possibles pour ne pas l'écouter, car j'avais peur qu'elle dise quelque chose qui rende tout cela réel. Sa voix s'est brisée sur les dernières lignes. J'ai construit des murs, murmura-t-il, avec tout le monde, même avec la seule personne qui essayait de m'aider. Même ma sœur. Elle est morte, sans jamais avoir dit ce qu'elle voulait dire, parce que je ne lui en ai jamais donné l'occasion. Il se pencha en avant, les coudes sur le bureau, le visage enfoui dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Il n'y eut ni sanglots bruyants, ni effondrement dramatique, juste le silence et le tremblement discret d'un homme qui affrontait enfin la vérité qu'il avait évitée pendant des décennies. Meredith ne savait pas quoi dire. Aucun mot ne pouvait effacer 36 ans de peur. Elle ne pouvait rien lui offrir qui ramènerait Catherine ou lui donnerait une autre chance, mais elle pouvait être présente. Elle se leva de sa chaise et contourna le bureau. Il y avait un petit canapé contre le mur qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Elle s'assit à côté de lui. Elle ne parla pas. Elle lui prit simplement la main. Elle était froide sous ses doigts. Elle sentait encore le tremblement qui la parcourait. Il ne la repoussa pas. Il ne broncha pas. Il la laissa simplement la tenir. Et elle sentit une partie de la tension dans son corps commencer à se relâcher. Meredith comprenait ce genre de douleur. Elle la comprenait trop bien. Elle avait elle-même érigé des murs. Après 3 ans d'un mariage qui ressemblait à une guerre privée, elle avait appris à ne faire confiance à personne. Elle repoussait les gens avant qu'ils ne puissent la quitter, avant qu'ils ne puissent la blesser. Si elle ne laissait personne s'approcher d'elle, personne ne pouvait la blesser. Elle continuait à le faire. Même maintenant, alors qu'elle était assise là, tenant la main d'un homme qui souffrait, une partie d'elle-même lui criait de se lever et de partir. Ne t'implique pas, ne t'en soucie pas, ne le laisse pas s'approcher suffisamment pour te briser. Mais elle ne bougea pas. Elle resta parce que parfois, ce dont une personne a besoin, ce n'est pas de conseils, ni de solutions, ni d'assurance que tout ira bien. Parfois, ce dont une personne a besoin, c'est simplement de savoir qu'elle n'est pas seule. Ils restèrent assis là en silence. Kennan ne la regardait pas. Elle ne le regardait pas. Leurs épaules se touchaient presque. Ses mains reposaient toujours sur les siennes. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, il n'y avait pas de mur entre eux, pas de masque, aucune défense. Juste 2 personnes qui avaient toutes deux été façonnées par la perte, assises côte à côte dans une pièce calme, trouvant un peu de paix en présence l'une de l'autre. Elle n'a pas essayé de le guérir. Elle ne pouvait pas. Personne ne pouvait effacer des décennies de peur avec quelques mots doux ou une main ferme. Mais elle pouvait rester. Elle pouvait lui faire comprendre qu'il n'avait pas à affronter cela seul. Et parfois, cela suffit. Dans les jours qui ont suivi la lettre, Meredith a commencé à remarquer que quelque chose avait changé. Pas de manière spectaculaire. Pas le genre de transformation qui s'annonce. Kennan était toujours Kennan, toujours froid avec les étrangers, dirigeant toujours son empire d'une voix dénuée d'émotion, toujours capable de faire baisser les yeux aux hommes en costume coûteux lorsqu'ils passaient. Mais il y avait de petits détails, du genre de ceux qui vous échappent si vous ne prêtez pas attention. Ce matin-là, lorsque Meredith amena Margaret pour le petit déjeuner, Kennan était déjà là, sans lire le journal, sans consulter son téléphone, simplement assis à table, attendant. D'habitude, il mangeait seul dans son bureau. Madame Everly avait mentionné qu'il préférait manger seul la première semaine, mais il était là, et le lendemain matin aussi, et le surlendemain. Il ne parlait pas beaucoup pendant le petit déjeuner. Il écoutait simplement sa mère raconter ses histoires décousues,
hochant la tête de temps en temps, posant une question discrète pour l'inciter à continuer. Et lorsque Margaret lui prit la main et l'appela par un nom qui n'était pas le sien, il ne se retira pas comme il l'aurait fait autrefois. Il resta là. Il commença à passer plus d'après-midi avec elle. Parfois, lorsque Meredith lisait à haute voix, elle levait les yeux et le voyait debout dans l'embrasure de la porte. Il ne l'interrompait jamais, n'entrait jamais complètement, restait simplement là pendant quelques minutes, à écouter, avant de s'éloigner. Mais même cela était nouveau. Il commença à poser des questions à Meredith au sujet de Margaret. Comment allait-elle aujourd'hui? Se souvenait-elle de quelque chose? Était-elle, elle, heureuse? De petites questions, prudentes, comme s'il réapprenait à se soucier des autres après avoir oublié comment faire pendant des années. Puis les conversations ont commencé à dépasser le cadre de Margaret. Un soir, après que Margaret se soit endormie, Meredith était assise dans le salon avec un livre lorsque Kenan est apparu. Il a pris la chaise en face d'elle et n'a rien dit, se contentant de regarder par la fenêtre. Elle a supposé qu'il voulait être seul et a commencé à se lever. « Tu n'as pas besoin de partir, a-t-il dit. Reste. » Elle s'est rassise. Ils sont restés silencieux pendant un long moment avant qu'il ne lui pose la question. « Où avez-vous grandi? » La question l'a pris au dépourvu. Meredith n'avait pas l'habitude qu'on lui pose des questions sur elle-même. Elle avait l'habitude d'écouter, pas d'être écoutée. « Dans un orphelinat, répondit-elle, près de Boston. » Il ne réagit pas avec une sympathie exagérée. Il ne la regarda pas avec pitié. Il se contenta d'acquiescer et d'attendre. Et elle continua à parler. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être que la lumière tamisée facilitait l'honnêteté. Peut-être parce qu'il lui avait montré la partie la plus vulnérable de lui-même et qu'elle se sentait obligée de répondre avec la même sincérité. Peut-être parce qu'elle avait porté ces mots seule pendant trop longtemps. « Je suis restée là-bas jusqu'à mes 18 ans, dit-elle. Personne ne m'a adopté. Ils disaient que j'étais trop calme. Les couples veulent des enfants brillants, des enfants souriants. Je m'asseyais dans un coin et je lisais. Personne ne voulait ça. Il écoutait. C'était tout. J'ai rencontré mon ex-mari quand j'avais 22 ans, a-t-elle poursuivi. Il a été le premier à me dire qu'il me voulait. Le premier à me regarder comme si j'avais de l'importance. Je pensais que c'était de l'amour. Elle a laissé échapper un rire fragile. Il m'a battu pendant 3 ans et je suis resté parce que je croyais que personne d'autre ne voudrait de moi. Parce que je pensais que c'était tout ce que je méritais. Parce que j'avais peur que si je partais, je redeviendrais cet enfant dont personne ne voulait. Elle s'est arrêtée. Elle en avait trop dit. Plus qu'elle n'en avait jamais dit à personne. Plus qu'elle ne l'avait jamais admis, même à elle-même. J'ai peur de faire à nouveau confiance à quelqu'un, a-t-elle dit doucement. Peur de rester trop longtemps au même endroit. Peur de m'attacher et de perdre ensuite. Peur de laisser quelqu'un s'approcher et de le voir devenir quelqu'un que je ne reconnais plus. Un silence lourd s'est installé. Elle s'attendait à quelque chose de préparé, à une assurance creuse, à un « je comprends » superficiel, ou pire, à de la pitié. Mais Kenan ne lui a rien offert de tout cela. « Tu es resté » a-t-il dit. 3 mots simples. Meredith l'a regardé. « Même effrayé » a-t-il poursuivi. « Même après tout ce que tu viens de me dire, tu es resté avec ma mère dans cette maison. Tu es toujours là. Je ne sais pas pourquoi, murmura-t-elle, et elle le pensait vraiment. Elle avait prévu de partir plus d'une fois. Elle avait toutes les raisons de partir, mais elle ne l'avait pas fait. Moi, je sais, dit Kenan. Il la regarda, et dans la faible lumière provenant de la fenêtre, elle vit son expression s'adoucir. Parce que tu es quelqu'un qui ne part pas. C'est qui tu es. Tu es la femme qui s'arrête pour aider une vieille dame dans la neige à 2 heures du matin, alors que tu aurais toutes les raisons de passer ton chemin. Tu es la femme qui reste après qu'on lui a dit de partir. Tu es la femme qui tient la main d'un homme pendant qu'il lit la lettre qui brise son monde. Tu ne pars pas, c'est ta nature. Meredith ne dit rien. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle resta simplement assise dans la pièce sombre et sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Elle lui avait dit plus qu'elle n'avait jamais dit à personne. Les secrets qu'elle avait enfouis pendant des années, les cicatrices qu'elle cachait derrière son calme et sa compétence. Elle lui avait montré les aspects les plus sombres de son passé. Et il n'avait pas reculé. Il ne l'avait pas regardé différemment. Il ne lui avait pas témoigné de pitié ou de dégoût. Il était resté assis en face d'elle dans le silence. Et d'une certaine manière, cela signifiait plus que n'importe quelle promesse. Le message est arrivé à 7 heures pile, rompant le silence matinal. Meredith venait de se réveiller et était encore allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, lorsque son téléphone a vibré sur la table de chevet. Un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer,
pensant qu'il s'agissait d'un spam. Mais elle l'ouvrit quand même, et le sang dans ses veines sembla se transformer en glace. Tu n'as pas ta place ici. Pars tant que tu le peux encore. Pas de nom, pas d'explication, juste 2 phrases courtes, froides et délibérées. Un avertissement ou une menace. Meredith s'assit lentement, le cœur battant à tout rompre. Elle relut le message encore et encore, comme si la répétition pouvait en atténuer la portée. Mais cela ne fonctionna pas. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle trouva Jonas dans le couloir près de la chambre de Margaret, où il se tenait chaque matin pour revoir les horaires avec un autre garde. Dès qu'il vit son visage pâle, il congédia l'autre homme d'un simple regard. « Que s'est-il passé ?» demanda Jonas, la voix immédiatement plus aiguë. Meredith ne répondit pas. Elle lui tendit simplement son téléphone. Il lut le message et elle vit son expression s'assombrir. Ce n'était pas de la peur. Jonas ne s'effrayait pas facilement. C'était autre chose. De la concentration. Le genre de concentration qui caractérise un prédateur qui vient de flairer le danger. « Quand avez-vous reçu ce message ?» demanda-t-il. « Il y a quelques minutes. » Il hocha la tête, examina le numéro sur l'écran, puis lui rendit le téléphone. « Allez dans votre chambre. Ne sors pas avant mon retour. » Il était parti avant qu'elle n'ait pu poser la moindre question. Meredith fit ce qu'on lui demandait. Elle ne savait pas à quel point elle devait avoir peur. Elle savait où elle se trouvait. Elle avait vu comment Kenan opérait. Elle comprenait que ce n'était pas un monde ordinaire, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait devenir une partie du champ de bataille. 1 heure plus tard, Jonas revint avec des nouvelles qui semblaient plus lourdes que le message lui-même. « La famille Moreno, dit-il, les rivaux d'Ashford. Ils surveillent ce domaine depuis des semaines. Ils savent pour Madame Ashford, et maintenant ils savent pour vous. » Il la regarda dans les yeux, et pour la première fois, elle vit une réelle inquiétude dans son regard. « Tu es une nouvelle vulnérabilité. Ils pensent que tu comptes pour lui. Ils veulent que tu comprennes qu'ils peuvent t'atteindre quand ils le veulent. »« Je ne compte pour personne, » dit Meredith doucement. « Je ne suis que l'infirmière qui s'occupe de sa mère. » Jonas ne répondit pas. Il se contenta de la regarder d'une manière qui lui serra le cœur. Après cela, tout changea. La sécurité fut renforcée du jour au lendemain. Des gardes apparurent à chaque coin. Meredith n'était plus autorisée à sortir de l'aile principale de la maison, ni à aller seule dans le jardin, ni à se rendre où que ce soit sans au moins 2 hommes à proximité. Le domaine ne semblait plus seulement grand. Il ressemblait à une forteresse ou à une cage. Kenan la trouva cet après-midi-là dans le salon. Elle faisait semblant de lire lorsqu'il entra, et elle comprit immédiatement que quelque chose s'était à nouveau endurci en lui. La brève chaleur à laquelle elle s'était habituée avait disparu. C'était le Kenan de la première nuit, l'homme des salles de réunion et des adversaires à genoux. « Les circonstances ont changé, dit-il. Vous devriez envisager de partir. Ce n'est pas votre monde. » Meredith baissa lentement le livre. Elle le regarda dans les yeux sans ciller. « Tu me renvoies? Je te protège. Je n'ai pas besoin que tu me protèges, » répondit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « C'est moi qui décide si je reste ou si je pars. Passe-toi. » Il se tut, la mâchoire crispée. Elle pouvait voir le conflit qui se déroulait derrière son calme apparent. L'instinct de contrôler la situation comme il l'avait toujours fait. L'instinct de la protéger. « Tu n'es pas en sécurité ici, dit-il enfin. « Je ne peux rien garantir. »« Tu ne peux jamais rien garantir, » répondit Meredith doucement. « C'est la vie. » Il l'observa longuement. Puis il se retourna et partit sans un mot. Meredith pensa que c'était fini. Il voulait qu'elle parte. Il l'avait clairement fait comprendre. Mais cette nuit-là, lorsqu'elle sortit dans le couloir pour aller chercher de l'eau, elle compta 4 gardes postés près de sa porte, 2 fois plus qu'avant. Il ne lui avait pas dit de rester, mais il avait doublé la protection autour d'elle. Il lui avait dit qu'elle devait partir. Pourtant, il s'assura discrètement qu'elle serait plus en sécurité si elle ne le faisait pas. Allongée dans le noir, les yeux fixés au plafond, Meredith pensa à Kenan Ashford. Il ne savait pas comment dire « je tiens à toi ». Il ne savait pas comment exprimer son inquiétude avec des mots. Il savait comment agir. Il construisait des murs avec des mots et les démantelait par des actes. Il la repoussait avec des mots et la retenait avec sa protection. Elle ne savait quelle version de lui croire. Ce matin-là, Margaret s'était réveillée différente. Meredith l'avait su dès qu'elle avait ouvert les yeux. Il y avait quelque chose dans son regard, clair, concentré, comme une bougie qui brille de 1000 feux juste avant de s'éteindre. Meredith avait travaillé suffisamment longtemps dans des hôpitaux pour reconnaître cela. Les patients en phase terminale ont parfois une journée miraculeuse, une journée de parfaite lucidité, comme si la maladie avait relâché son emprise. Les médecins appellent cela la lucidité terminale.
Les familles appellent cela un miracle, mais les gens comme Meredith, qui ont trop vu, savent que c'est souvent un adieu. Ma fille, dit Margaret, d'une voix plus claire que Meredith ne l'avait jamais entendue. Meredith, c'est ton nom, n'est-ce pas? Pas Catherine. Oui, le cœur de Meredith se serra. Oui, madame, je suis Meredith. Margaret sourit, un sourire triste et paisible. Je sais, je l'ai toujours su. Parfois, mon esprit ne me permet tout simplement pas de m'en souvenir. Mais aujourd'hui, je m'en souviens. Aujourd'hui, je me souviens de tout. Meredith n'osait pas parler. Elle prit simplement la main de Margaret et lutta contre les larmes qui lui piquaient les yeux. « Appelez Kenan pour moi. » Margaret dit, « J'ai besoin de parler à mon fils. » Kenan arriva dans les 5 minutes. Il devait être dans les environs. Jonas l'avait peut-être déjà prévenu. Il entra dans la chambre, calme comme à son habitude, mais lorsqu'il vit la lucidité dans les yeux de sa mère, il s'arrêta. « Maman, dit-il, un seul mot, mais qui contenait tout un océan. Viens t'asseoir avec moi, mon fils, dit Margaret en tapotant le lit à côté d'elle. Kenan traversa la pièce et s'assit. Et pour la première fois, Meredith ne vit pas l'homme qui inspirait la crainte, ni l'architecte d'un empire, mais un fils. « Maman sait que tu as lu la lettre de Catherine, dit Margaret doucement. Kenan se figea. Je savais où elle l'avait cachée. Je l'ai toujours su. J'attendais que tu sois prêt à la trouver toi-même. Maman, commença-t-il, mais elle posa sa main sur sa bouche. Laisse-moi parler. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour dire ce que j'ai à dire. Il se tut, elle le regarda, les yeux clairs comme l'eau d'automne, pleins d'amour et d'une étrange paix. Tu es mon fils, dit Margaret. Tu l'as toujours été. Pas à cause du sang, pas à cause d'une obligation, parce que je t'ai choisi. Je t'ai choisi chaque jour depuis que tu as 10 ans, depuis que j'ai vu un petit garçon effrayé, abandonné par sa mère, et que j'ai décidé que ce garçon méritait d'être aimé. Sa voix tremblait, mais elle ne s'arrêta pas. Et je te choisirai chaque jour jusqu'à ce que j'oublie comment choisir, jusqu'à ce que mon esprit ne me permette plus de me souvenir de qui tu es. Mais même alors, Kenan, même quand je te regarderai et que je ne reconnais pas ton visage, l'amour sera toujours là. Il vit plus profondément que la mémoire. Dans un endroit où cette maladie ne peut pas atteindre, Meredith vit les épaules de Kenan trembler. Il essayait de se contrôler, essayait de porter le masque qu'il avait porté toute sa vie, mais cela lui échappait maintenant. « Tu n'as pas besoin d'être fort devant moi, » dit Margaret doucement. « Tu ne l'as jamais été. » Et Kenan Ashford, l'homme que Chicago craignait, l'homme qui ne pleurait jamais devant personne, baissa la tête sur l'épaule de sa mère et pleura. Pas bruyamment, pas de manière dramatique, juste des larmes silencieuses et des épaules tremblantes, comme un fils serré dans les bras pour la dernière fois, alors que sa mère était encore pleinement d'elle-même. Margaret l'enlaça et lui caressa les cheveux comme s'il était encore un petit garçon. Elle pleurait aussi, mais elle souriait. Au bout d'un long moment, elle tourna son regard vers Meredith. « Tu es toujours là, dit-elle. » Meredith acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. « Merci, murmura Margaret. Merci de t'être assise avec moi dans la neige cette nuit-là. Tu n'étais pas obligée de t'arrêter, mais tu l'as fait. » Elle sourit. Catherine t'aurait aimé. Elle s'arrêtait aussi pour des inconnus. Elle avait un cœur comme le tien. Meredith ne trouva pas les mots. Elle se contenta de serrer plus fort la main de Margaret. « De bonnes choses vont arriver, » dit Margaret d'une voix presque prophétique. « Je le sens pour vous deux. Tu le sais aussi, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Ne laisse pas la peur te voler ce que tu mérites. » Elle regarda son fils appuyé contre elle et la jeune femme qui lui tenait la main, et ses yeux reflétaient le contentement. Puis, comme une bougie qui s'éteint enfin, la lumière s'estompait. La concentration s'est dissipée. La clarté se dissipa comme la brume au soleil. Margaret cligna des yeux, regarda autour d'elle, et lorsqu'elle regarda Meredith, la reconnaissance avait disparu. Seule la confusion familière subsistait. « Catherine, murmura-t-elle doucement, tu as faim? Je vais te faire de la soupe, celle que tu aimes. » Meredith regarda Kenan. Il avait relevé la tête, les yeux encore rouges, et le chagrin qui s'y lisait était silencieux mais immense. Le moment était passé. Margaret était retournée là où la maladie la retenait. Mais ses paroles restèrent suspendues dans l'air, dans leur poitrine. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être rappelées pour rester réelles. C'était la dernière fois que Margaret était complètement elle-même, et elle en avait profité pour dire ce qui comptait le plus. Cette nuit-là, Meredith ne dormit pas. Allongée sur le dos, elle fixait le plafond et pensait à Margaret. Elle repensait aux mots qu'elle avait prononcés avec une rare lucidité, à Kenan qui pleurait contre l'épaule de sa mère comme un enfant, à la façon dont il l'avait regardée après, les yeux rougis,
le visage dépouillé de toutes les barrières qu'il avait érigées. Elle était en train de tomber dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle le savait désormais. Elle le savait depuis un certain temps, mais avait fait semblant de ne pas le voir. Elle se disait qu'elle était là pour Margaret, pour une vieille femme seule qui avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Mais la vérité était bien plus compliquée. Kanan Ashford était un homme dangereux. Son monde était un endroit où les menaces arrivaient par SMS à 7 heures du matin et où des gardes la suivaient comme une seconde peau. Son monde était peuplé d'hommes agenouillés de peur et de familles rivales qui surveillaient chacun de ses mouvements. Elle n'avait pas sa place ici. Elle n'y avait jamais eu sa place. Et pourtant, elle commençait à trop s'attacher à Margaret, à cette maison, à lui aussi. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel avertissement anonyme. Le lendemain matin, elle alla chercher Kanan. Il était dans son bureau, sans travailler, simplement assis là, regardant par la fenêtre. Elle se demanda s'il avait dormi après ce qui était arrivé à Margaret. « Probablement pas. J'ai besoin de te parler, dit-elle. Il se tourna vers elle, sans surprise, comme s'il avait attendu cela. « J'ai besoin de rentrer chez moi, dit Meredith en gardant une voix calme. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de ne pas être ici pendant un certain temps. » Kanan ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, sans rien laisser transparaître sur son visage. C'était ce qu'elle détestait le plus chez lui, quand il devenait un mur et qu'elle ne pouvait lire aucune pensée derrière ses yeux. Le silence s'éternisa, répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, le visage impassible. C'était ce qu'elle détestait le plus chez lui, quand il devenait un mur et qu'elle ne pouvait lire aucune pensée dans ses yeux. Le silence s'éternisa tellement qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il parla, d'une voix basse et posée, comme si chaque mot avait son importance. « Tu reviendras, n'est-ce pas? » Meredith soutint son regard. « Je ne fais pas de promesses. » Il acquiesça lentement. « Tu as dit que tu ne fuyais pas. »« Je ne fuis pas, » répondit-elle. « J'ai juste besoin de m'éloigner d'ici pendant un certain temps. Il y a une différence. » Il ne contesta pas. Il se contenta de la regarder, et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. De la douleur, de la compréhension, de l'acceptation, peut-être tout cela à la fois. Elle prit une inspiration. Elle n'avait pas prévu de dire la suite. Elle avait l'intention de la garder pour elle. Mais debout dans cette pièce, regardant l'homme qui lui avait montré la partie la plus vulnérable de lui-même, elle sentit qu'elle lui devait d'être honnête. « J'ai peur, » admit-elle, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Pas de ton monde, ni des menaces ou de tes ennemis. » Elle fit une pause, déglutissant. « J'ai peur de ce que je ressens. Je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas ressenti cela depuis très longtemps. Et la dernière fois que cela m'est arrivé, j'ai été gravement blessé. Donc, je dois partir. Pas à cause de toi, mais à cause de moi. J'ai besoin de comprendre ce que je fais avant d'aller trop loin et de ne plus pouvoir revenir en arrière. » Kanan la regarda en silence. Il ne lui dit pas qu'elle était irrationnelle. Il ne lui dit pas qu'elle réfléchissait trop. Il ne lui offrit pas les paroles rassurantes creuses auxquelles les hommes ont souvent recours lorsqu'une femme avoue sa peur. Il se contenta d'acquiescer une fois, et d'une certaine manière, cela signifiait plus que n'importe quel discours. Meredith se retourna et sortit. Elle ne se retourna pas. Elle avait peur que si elle le faisait, elle changerait d'avis. Jonas l'attendait dans le couloir, comme s'il savait qu'elle partirait et s'était préparé. Il ne remit pas en question sa décision, ne lui demanda pas pourquoi, n'essaya pas de la convaincre de rester. Il lui tendit simplement une petite carte. « Mon numéro, dit-il. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quand. » Meredith baissa les yeux vers la carte qu'elle tenait dans sa main. Un simple morceau de papier, avec un numéro écrit à la main, rien de plus. Mais elle comprit ce que cela signifiait. C'était la façon dont Jonas lui disait qu'elle avait été acceptée. Elle n'était plus une étrangère. Elle faisait désormais partie de cet endroit, qu'elle choisisse d'y revenir ou non. « Merci, dit-elle doucement. Jonas hocha une fois la tête, puis se détourna, la laissant retourner dans sa chambre pour faire ses valises. Elle n'avait pas promis de revenir, mais elle n'avait pas dit qu'elle ne reviendrait pas non plus. Et parfois, cela suffisait. L'aéroport O'Hare est toujours bondé et bruyant, quelle que soit l'heure. Meredith se tenait sous le tableau des départs, une tasse de café à moitié vide refroidissant dans sa main, regardant les lettres clignoter et changer sans vraiment les voir. Son vol ne partirait que dans 2 heures. Elle s'était enregistrée. Ses bagages avaient été enregistrés. Ses documents avaient été scannés et approuvés. Il ne lui restait plus qu'à attendre et à réfléchir. Elle repensa à toutes les fois où elle était partie dans sa vie. La première fois, c'était l'orphelinat.
Lorsqu'elle avait eu 18 ans et qu'elle avait été poussée dans le monde avec un sac de voyage et quelques centaines de dollars d'aide de l'État, elle n'avait pas regardé en arrière vers le bâtiment qui l'avait élevée. Elle s'était simplement éloignée sans jamais se retourner. Puis son mariage, la nuit où elle avait enfin trouvé le courage de partir. Elle avait attendu que son mari soit ivre et endormi, avait fourré quelques vêtements dans un sac et s'était glissée hors de l'appartement à 3 heures du matin. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle ne pouvait pas. Si elle l'avait fait, elle aurait vu le lit où il l'avait frappé pour la première fois. Le mur contre lequel il l'avait poussé en lui disant qu'il l'aimait. Les 3 années d'enfer qu'elle avait endurées parce qu'elle croyait que c'était tout ce qu'elle méritait. Alors, elle n'a pas regardé en arrière. Elle est simplement partie. Il en a été de même avec son ancien travail. Il en allait de même pour ses relations éphémères. Chaque fois qu'elle s'éloignait, elle survivait en refusant de se retourner. C'était son armure. Si elle ne regardait pas en arrière, elle n'avait pas à affronter ce qu'elle avait laissé derrière elle. Mais debout dans l'aéroport, elle réalisa qu'elle voulait regarder en arrière. Elle voulait penser à Margaret et à la douce courbe de son sourire les bons jours, à la roseraie et aux histoires enchevêtrées, à Kenan assis à côté de sa mère et pleurant sans le cacher, à la nuit où il avait lu la lettre et où elle lui avait tenu la main en silence. Elle voulait regarder en arrière, et cela l'effrayait plus que tout. Elle but une gorgée de café et grimaça. Il était horrible. Le café des aéroports l'est toujours, mais elle avait besoin de s'occuper les mains pour que ses pensées ne s'emballent pas. Cela ne l'aida pas. Meredith, elle se figea. Elle reconnaîtrait cette voix n'importe où. Elle se retourna. Keenan se tenait à quelques pas, entouré du flux incessant de voyageurs qui traversaient le terminal. Pas de garde, pas de cortège, rien qui le désigne comme l'homme que Chicago redoute. Juste un homme vêtu d'un manteau sombre, les cheveux légèrement en bataille, comme s'il s'était précipité ici. Son regard était fixé sur elle avec quelque chose qu'elle n'osait nommer. « Tu as dit que tu ne m'arrêterais pas, dit-elle, et sa voix n'était pas aussi ferme qu'elle l'aurait voulu. « Je ne t'arrête pas, répondit Kenan. Je veux juste que tu saches une chose. » Il s'approcha, s'arrêtant à un bras de distance, et lui tendit une enveloppe. Meredith la regarda, puis regarda à nouveau l'enveloppe. Elle la prit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo. Margaret et Catherine debout ensemble dans la roseraie, toutes deux en train de rire. La lumière du soleil d'été, les roses en pleine floraison. 2 femmes qui, à cet instant, semblaient être les personnes les plus heureuses au monde. Meredith retourna la photo. Au dos, il y avait une inscription manuscrite. L'écriture de Margaret était tremblante mais soignée, comme si elle avait été écrite lors d'un de ces rares jours de lucidité. « Merci de t'être assise dans la neige avec moi. Catherine t'aurait aimé. Mon fils a peur des adieux. Sois patiente avec lui. » Meredith lut les mots 1 fois, 2 fois, une 3e fois. Ses yeux se sont mis à brûler. Elle ne savait pas quand Margaret avait écrit cela. Peut-être lors de son dernier jour de lucidité, peut-être avant. Mais d'une manière ou d'une autre, elle savait. Elle savait que Meredith allait partir et elle voulait qu'elle comprenne qu'elle l'avait vu venir. « Je ne suis pas doué pour ça, dit Kenan d'une voix rauque. Je contrôle tout depuis l'âge de 12 ans, depuis que mon père biologique est parti, depuis que j'ai décidé que si je ne laissais personne m'approcher, personne ne pourrait me quitter. Je ne sais pas comment ne pas contrôler. » Il fit une pause déglutissant. « Mais je ne veux pas que tu partes, c'est tout. Simple, honnête. » Il ne lui demanda pas de rester. Il ne lui demanda pas de changer d'avis. Il n'utilisa ni argent, ni pouvoir, ni aucun des outils à sa disposition. Il se tenait simplement là, au milieu d'un aéroport bondé, et lui dit la vérité. Il ne voulait pas qu'elle parte. Meredith le regarda, l'homme que la ville craignait, l'homme qui dirigeait un empire d'une voix dénuée d'émotion, l'homme qui avait érigé des murs contre le monde. Il se tenait maintenant devant elle, sans autre arme que l'honnêteté, sans autre masque que la vérité. Et cette vérité suffisait à la faire s'arrêter. Meredith le regarda l'homme qui l'avait suivi jusqu'à l'aéroport, non pas pour l'arrêter, mais pour lui dire la vérité. Elle regarda ses yeux qui avaient pleuré contre l'épaule de sa mère, qui l'avaient observé dans l'obscurité pendant qu'elle parlait de son passé, qui s'était adouci peu à peu à chaque jour qui passait. « Je sais, dit-elle. « C'est tout, demanda Kenan. Je ne fais pas de promesses, je te l'ai déjà dit. Tu as aussi dit que tu ne fuyais pas. » Il la tint à cela. Il se tenait là, au milieu de la foule en mouvement, sous l'écho des annonces de vol et les cris lointains d'un enfant quelque part dans le terminal. Le monde continuait autour d'eux, mais à ce moment-là, il n'y avait que 2 personnes. Meredith fit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à faire. Elle s'approcha,
se mit sur la pointe des pieds et déposa un doux baiser sur sa joue. Juste une seconde, léger comme l'aile d'un papillon, mais suffisant pour le sentir se figer complètement. Immobile, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne brise cet instant. « Assure-toi qu'elle prenne son petit déjeuner, » dit Meredith en reculant. « Elle ne le prend jamais. »« Je sais, » répondit Keenan d'une voix rauque. « Elle me l'a dit ce matin. Elle m'a aussi dit que tu trichais aux échecs. » Meredith rit, un vrai rire. « Le premier de la journée. Je ne triche pas. C'est juste qu'elle est très douée. » Il ne contredit pas. Il se contenta de la regarder avec une expression qu'elle garderait tout au long du vol, pendant les jours qui suivraient, peut-être même pour le reste de sa vie. Elle se retourna et se dirigea vers sa porte d'embarquement. Elle ne se retourna pas. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que certaines décisions exigent de suivre une seule direction, et se retourner ne fait pas partie de cette direction. Elle devait partir. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin de savoir si ce qu'elle ressentait était réel, ou simplement l'illusion d'un cœur qui avait été trop longtemps seul. Alors, elle est partie. Dans l'avion, lorsque Chicago est devenu une étendue de lumière sous ses pieds, Meredith a rouvert l'enveloppe. Elle a regardé la photo, Margaret et Catherine souriantes au soleil. Elle a relu les mots tremblants au dos. « Merci de t'être assise dans la neige avec moi. Mon fils a peur des adieux. Sois patiente avec lui. » Et elle pleura pour la première fois dans toute cette histoire. Pas des larmes silencieuses dans l'obscurité où personne ne pouvait les voir. Pas un rapide essuyage de faiblesse. Elle pleura ouvertement, les larmes tombant sur la photo, les épaules secouées de sanglots. Le passager à côté d'elle lui jeta un regard inquiet, mais elle s'en moquait. Elle ne pleurait pas de tristesse. Elle pleurait parce qu'elle avait osé ouvrir son cœur, chose qu'elle pensait ne plus jamais faire après 3 années de blessures et de promesses non tenues. Elle avait laissé quelqu'un voir ses cicatrices. Elle avait tenu la main de quelqu'un dans l'obscurité. Elle s'était souciée de quelqu'un et elle était toujours entière. Son téléphone vibra, un numéro inconnu, mais elle savait qui c'était. Elle a mangé des œufs ce matin, 2. Elle s'est plainte des 2. Je pense qu'elle les a aimés. Meredith rit à travers ses larmes et répondit par SMS. Bien. Emmène-la au jardin demain matin. Elle aime la lumière du soleil sur le côté gauche des roses. Je sais. Elle a dit que Catherine chantait pour les plantes. Elle m'a suggéré d'essayer. Meredith rit aux éclats. L'homme à côté d'elle a probablement pensé qu'elle ne se sentait pas bien, pleurant et riant en même temps. Elle s'en moquait. Les plantes réagissent au son. Il existe des études à ce sujet. Keenan Ashford ne chante pas pour les plantes. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu quand elles ne donneront pas de bons résultats. Elle a attendu. 3 petits points sont apparus. Il tapait, s'arrêtait, tapait à nouveau. Puis le message est arrivé. Reviens quand tu seras prête. Pas de pression. Pas de date limite. Reviens, c'est tout. Meredith fixa les mots jusqu'à ce que le signal disparaisse et que l'écran passe en mode avion. Elle regarda par la fenêtre les nuages s'étendre sous elle comme une mer blanche infinie. Elle rentrerait chez elle, dans son petit appartement. Retourner à son travail. Retourner à une vie ordinaire. Elle allait respirer et lorsqu'elle serait prête, elle reviendrait. Non pas parce qu'il le lui avait demandé, non pas parce que Margaret avait besoin d'elle, mais parce qu'elle le voulait, parce qu'elle n'avait plus peur, ni de lui, ni de son monde, ni d'être blessée. Elle avait ouvert son cœur. Elle avait montré à quelqu'un les parties les plus laides d'elle-même, et cette personne ne s'était pas enfuie. Elle était toujours là, et elle était toujours entière. Certaines personnes passent leur chemin, d'autres s'arrêtent. Meredith Callahan s'était arrêtée cette nuit-là dans la neige, alors qu'elle avait toutes les raisons de continuer à marcher. Elle s'était arrêtée pour un inconnu. Et parce qu'elle s'était arrêtée, une vieille femme était rentrée chez elle en toute sécurité. Un secret enfoui par les morts avait atteint la personne qui en avait le plus besoin. Un fils avait appris qu'il avait été aimé non par obligation, mais par choix. Et un homme qui craignait les adieux depuis l'âge de 12 ans s'est tenu au milieu d'un aéroport bondé, sans autre arme que la vérité, et a dit la seule chose honnête qui lui restait à dire. Il ne voulait pas qu'elle parte. Parfois, un simple moment d'arrêt peut changer toute une vie. Pas seulement la vôtre, mais aussi celle de personnes que vous n'avez peut-être jamais connues. Cette histoire nous rappelle que la gentillesse n'a pas besoin de raison, que s'arrêter pour aider un inconnu peut ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées, que tout le monde porte des cicatrices, mais que celles-ci ne nous définissent pas, que l'amour n'est pas déterminé par le sang, mais par le choix, et que parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'ouvrir à nouveau notre cœur après qu'il ait été brisé. Si cette histoire vous a touché, vous savez déjà pourquoi.
N'hésitez pas à l'aimer et à la partager afin que d'autres puissent également en profiter. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes chaque jour. Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? Vous êtes-vous déjà arrêté pour aider un inconnu? Ou un inconnu s'est-il déjà arrêté pour vous aider lorsque vous en aviez le plus besoin? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous aimerions vraiment connaître vos sentiments. Nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle histoire.